Il dit voilà, la plupart des gens créent leur boîte pour devenir libre, alors qu'en fait, ils se créent leur propre prison. Voilà pourquoi. Voici la différence entre se créer sa prison et se créer un business qui vous libère. Dans cette vidéo, tu avais les larmes aux yeux. Enfin, on sentait vraiment que tu étais hyper heureux en fait. Et c'était tellement communicatif que je me souviens mais parfaitement de cette vidéo. Et moi, ça m'avait énormément touché. Tu peux aussi utiliser ce sentiment pour te transcender, pas juste développer ton business, mais créer, faire une création artistique en fait. Salut Olivier. Salut Antoine. Je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait plus de 8 ans que je te connais, toi peut-être un peu moins, parce qu'à l'époque j'étais pas du tout connu. Et t'es un de ceux qui m'a fait découvrir le marketing en ligne, le business en ligne, notamment par le spectre du blogging. Et donc je dois peut-être une partie de ma carrière à toi et à tes conseils au départ. Au départ, tu m'as beaucoup inspiré. Et tu as fait ton chemin de ton côté, ça fait des années que tu fais ton chemin de ton côté, tu as sorti un bouquin qui a très bien marché, qui s'appelle « Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études ». Et finalement, on s'était déjà croisés, mais on n'avait jamais vraiment eu le temps de se rencontrer. Et j'ai plein de questions à te poser parce que je suis hyper curieux de ce que tu as construit. Pour moi, tu fais partie des gens qui appliquent ce qu'ils disent. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que tu dis « Tiens, maintenant je vais faire ça » et que tu le fais. Et que du coup, comme tu le fais, tu as les résultats qui vont avec. Est-ce que tu peux commencer par me raconter un peu quand même ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas et voilà, je t'écoute. Ok, bah écoute, moi j'aime bien dire que j'ai un bac -2 parce que j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer mon premier business et c'était une super aventure. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je me suis lancé dans l'informatique en fait parce que quand j'étais ado, j'étais un geek timide, je faisais à peine parler aux filles et comme quand même je rêvais de devenir auteur, je me suis retrouvé en première littéraire avec 28 filles sur 32 personnes. Aujourd'hui, je pense que je me sentirais très bien dans une classe comme ça, mais à l'époque, ça me terrifiait et en plus de ça, ça faisait déjà des années que j'étais démotivé par le système scolaire et tout. Et en fait, j'étais quand même pas complètement asocial et avec un de mes amis, on s'est rendu compte que y a des gens qui nous demandaient de résoudre des problèmes informatiques qui leur semblaient insurmontables et que nous, on résolvait comme ça. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner de l'argent avec ça? Et à l'époque, on a été malin, on a fait du Lean Startup avant l'heure, puisque c'était genre 9 ans avant la sortie du livre. On ne s'est pas dit, ok, c'est bon, allez, on brûle nos bateaux derrière nous, on fait un business plan et puis on crée une boîte. Non, on s'est dit, ok, comment on peut tester cette idée simplement, sans tout chambouler? Et on a passé une petite annonce dans un journal d'annonce local. C'était en francs à l'époque, c'était 60 francs d'investissement, donc genre 10 €. Et on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Donc ça a été l'expérience qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école, tu vois. Je dis toujours, moi je suis pas du tout partisan de cette école qui consiste donc justement à brûler ses bateaux derrière soi. Je fais toujours des expériences sur le terrain sans chambouler ma vie et en fonction des résultats de ces expériences, je vais décider d'aller plus loin ou pas. Et à l'époque, quand tu as 18 ans et que tu as 50 francs d'argent de poche par semaine, 5000 en un mois, tu fais waouh quoi. Et donc mon ami lui a décidé de continuer ses études et moi je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai bossé 1 an sur le projet, j'ai créé ma première boîte à 19 ans. 6 mois plus tard, j'ai failli mettre la clé sous la porte parce que je savais absolument pas ce que je faisais. T'imagines bien que passer du statut de lycéen chez l'entreprise aussi vite, c'est pas facile. Mais voilà, j'ai réussi quand même à garder la tête hors de l'eau suffisamment pour comprendre comment acquérir des clients de manière efficace, en tout cas de manière moins inefficace qu'avant. Et puis voilà, cette boîte, elle a duré 10 ans. Avant que je la revende sous forme de portefeuille client. Et au bout de 5 ans, donc pendant les premières années, c'était incroyable, tu vois. J'avais le feu sacré, j'avais une motivation de fou. Et au bout de 5 ans à peu près, je me suis rendu compte quand même que travailler 60-70 heures par semaine, ça va 5 minutes quoi, mais au bout d'un moment, surtout à l'époque j'avais 24 ans. Ça grille le cerveau un peu, non, au bout d'un moment. Et puis je me suis dit quand même, j'aimerais bien avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro-perso. T'as 24 ans, t'as envie de faire d'autres trucs. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, et ça a été un énorme choc pour moi, que cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, en fait, c'était devenu une prison. Parce que c'était ma seule source de revenus. Je voyais pas comment diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité. J'avais des employés, mais j'étais quand même au cœur de tout. Je voyais pas comment revendre cette boîte. Et en tant que gérant d'entreprise en France, j'avais pas le droit au chômage. Donc, en fait, je me suis dit, merde, je peux même pas l'arrêter. Si j'ai envie d'arrêter demain, je peux pas. Parce que comment je fais pour vivre, quoi. Et là, je me dis, waouh, quand même. En fait, je me suis créé ma propre prison. C'était pas l'idée que j'avais en tête. Et c'est dur d'arrêter à ce moment-là parce que tu dis, si j'arrête, qu'est-ce qui me reste en fait? Est-ce que je vais continuer à pouvoir gagner de l'argent? Est-ce que je vais continuer à pouvoir maintenir mon train de vie, tout ça? Donc tu étais un peu coincé dedans en disant, j'en ai marre, mais qu'est-ce que je fais si j'arrête? Et à l'époque, on va en parler, mais je lisais absolument aucun livre de business et tout ça. Donc l'immobilier, tous les machins, toutes les manières de gagner de l'argent autres que cette boîte, je connaissais pas en fait.
Donc vraiment, je me suis senti piégé et je me suis mis à la recherche de solutions. Et ça m'a mis des années en fait. Pendant 3 ans, j'ai cherché des solutions sans vraiment les trouver. Et j'ai lu un bouquin qui a complètement changé ma vie du jour au lendemain. Vraiment, je l'ai dévoré en un week-end. Et ce livre, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, que à peu près tout le monde connaît normalement. Ouais, voilà. Ceci dit, c'est toi qui l'as bien popularisé aussi en France. Donc on peut pas t'en vouloir que ce soit ce livre-là, parce que je suis pas sûr qu'autant de gens l'auraient lu si t'en avais pas autant fait la promotion. Moi à l'époque j'ai lu grâce à toi, et moi aussi ça m'avait vraiment secoué. Je m'étais dit mais c'est, enfin moi j'avais pas de business du tout, tu vois, j'étais encore étudiant, mais je me suis dit mais pour moi c'était un bouquin sur l'efficacité avant tout, tu vois, sur la productivité. Et c'est pas un bouquin pour les gens qui veulent rien foutre, tu vois. Au contraire, c'est un bouquin pour les gens qui veulent faire des grandes choses, mais qui veulent le faire de manière intelligente. Et moi, c'est vraiment là-dessus aussi que j'ai basé nombreuses choses que j'ai fait ensuite, quoi. Bah oui, et bon, je suis content que tu me dises ça, que c'est moi qui t'ai inspiré à le lire. J'espère que j'ai inspiré quelques personnes à le lire. Je sais qu'en France, il s'est bien vendu, peut-être 100 000 exemplaires, un truc comme ça, ce qui est très beau pour un livre étranger, c'est vraiment pas mal. Ouais, donc ce livre, vraiment, je le lis en un week-end. Et il change en un week-end la vision que j'ai du métier que je pratique depuis 8 ans. Ouais. Donc là, je me prends une énorme baffe, tu vois. J'ai la joue rouge, tu vois. Et je me dis, waouh! Parce qu'en fait, Tim Ferriss, dans son livre, il explique comment avoir un business au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son business, ce qui était justement mon problème. Et là, je me dis, waouh, mais c'est génial, j'ai totalement envie de faire ça. Et en plus, il recommande à la fin de son livre d'autres bouquins, et notamment The E-Myth de Michael Gerber, qui a été traduit maintenant en français, c'est le mythe de l'entrepreneur, je crois. Je lis ça 15 jours après la semaine de 4 heures. Et là, boum, deuxième baffe. Donc j'avais les deux joues comme ça, tu vois, parce que Michael Gerber, dans son livre, il explique que justement pourquoi son titre c'est le mythe de l'entrepreneur, parce qu'il dit exactement ça. Il dit voilà, la plupart des gens créent leur boîte pour devenir libres, alors qu'en fait ils se créent leur propre prison. Voilà pourquoi. Voici la différence entre se créer sa prison et se créer un business qui vous libère. Et là, je lis ça et déjà, je réalise qu'en fait, ce problème que j'avais, alors que je pensais que j'étais quasiment seul au monde à l'avoir, tu vois, c'est un peu la naïveté du débutant finalement. Tu penses que ton problème, il est unique, alors que pas du tout. Là, je découvre qu'en fait, c'est un problème extrêmement courant et que la plupart des entrepreneurs ont ce problème-là. Et je découvre que déjà, des gens ont analysé le problème et ont trouvé des solutions. Et là, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Et là, quand je me rends compte je lis 2 bouquins qui changent complètement ma vision de ce métier que je pratique depuis 8 ans, je me dis, oula, j'ai peut-être fait une connerie quand même. J'adore lire et en 8 ans, j'ai lu aucun livre de business. Ouais. Chercher l'erreur, tu vois. Et ça, c'était la plus grosse erreur de ma vie. C'était la plus grosse erreur de ma vie. C'était en partie par arrogance parce que j'étais tellement fier de moi d'avoir créé mon business à 19 ans que je me sentais super intelligent, tu vois. Mais c'était aussi juste par ignorance, j'avais pas l'idée et personne m'avait dit, dude, il y a des bons livres de business lisant, tu vois. Je lisais que des livres de fiction en fait. J'ai même pris des cours du soir au CNAM par curiosité et tout ça. J'ai pris des cours de marketing qui honnêtement servent absolument à rien. Mais c'est incroyable. Franchement, du coup, ça m'a permis de goûter un peu à l'enseignement institutionnel des trucs d'entrepreneuriat. Franchement, ça fait peur. J'ai fait une école de commerce aussi qui était censée être spécialisée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai appris des trucs, mais rien à voir avec l'entrepreneuriat, quoi. C'était vraiment, on avait des cours de créativité avec une meuf qui avait jamais fait qui avait jamais monté de boîte de sa vie, de toute évidence, dont le but c'était de trouver l'idée la plus farfelue possible. Et c'était vraiment, ça se résumait à ça. Et sinon, tout le reste c'était de la compta, quoi. La moitié du coefficient c'était de la compta. C'était ça pour l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais vraiment pareil. Quand je suis sorti, j'ai commencé à lire des bouquins. Là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça, tu vois, l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que vouloir s'éduquer à l'entrepreneuriat en suivant les méthodes institutionnelles, c'est clairement pas la meilleure méthode, à moins de vouloir se former dans une compétence autour de laquelle on veut construire son entreprise. Oui, ça, je suis d'accord. Et puis bon, j'ai eu des cours intéressants, notamment il y avait un cours qui, à mon avis, est intéressant à faire tous les 5 ans. C'était une sorte d'analyse de soi-même par un prof très charismatique, où vraiment on fait une introspection et on décide ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Ça, j'ai trouvé ce cours génial. Mais par contre, le marketing, franchement, c'est bien quand tu veux être cadre dans une grosse boîte. Des trucs de grosses boîtes, des trucs de yaourt, tu vois. Moi, je me sers de rien du tout. Moi, j'ai appris à vendre des yaourts. Vraiment, si j'étais chez Danone, ça cartonnerait, tu vois. Mais quand tu vends des formations, ça marche pas du tout, quoi. Bah, donc voilà. Et donc déjà, j'ai réalisé ça, tu vois. Alors pas de manière aussi claire que ce que je te dis maintenant, mais je me suis dit, en fait, il y a plein de gens. Ils ont besoin de s'éduquer, ils veulent s'éduquer, mais ils savent pas vraiment comment le faire efficacement. Et c'est là où j'ai eu l'idée du blog qui allait faire de moi un blogueur professionnel, qui était le 3e blog que j'ai créé quand même. Donc c'est pas venu tout seul, parce que je me suis dit, ok, si moi j'ai fait cette erreur pendant 8 ans, alors que j'adore lire, je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes à qui on a juste besoin de leur dire, dude, il y a des bons bouquins de business, voilà une sélection, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon blog des livres pour changer de vie, tu vois. Et donc tu vois, c'est intéressant parce que ça part à la base d'une souffrance que j'ai eue et d'une révélation quelque part. Donc le blog des livres pour changer de vie, tu résumes des bouquins. Ouais.
en français. Ouais, exactement. En fait, quand j'ai lu ces deux bouquins, je me suis dit, ok, bon, là, clairement, il faut que je répare cette erreur. Il y a probablement des tas d'autres bouquins géniaux qui vont changer ma vie, peut-être pas en un week-end, mais qui vont changer ma perspective d'un truc. Et je me suis mis en quête d'une liste des meilleurs livres de business du monde. Et là, je suis tombé sur le concept de Personal MBA, qui est un concept que j'adore, en fait. C'est Seth Godin, qui est Seth Godin, je crois qu'on dit, je sais plus, un marketeur très, très connu aux États-Unis. Il a notamment écrit Tribes, La Vache Pourpre, etc. Et il a dit, il s'est passé un truc vraiment intéressant en 2005. Il y avait Harvard qui avait un site pas très bien sécurisé, en fait, où c'était facile de hacker, de trouver un truc pour contourner une protection et de voir avant que les résultats officiels soient déclarés si tu avais eu le MBA, enfin si tu avais été accepté à Harvard ou pas dans un MBA. Il y a des tas de gens, une bonne centaine, qui se sont diffusés la nouvelle et qui ont été voir avant l'heure s'ils avaient été sélectionnés ou pas. Harvard s'en rend compte et leur dit, ils contactent chacune de ces personnes parce qu'ils peuvent voir avec les IP et tout, et ils leur disent, écoutez, à Harvard, nous, on a une certaine philosophie, on a une éthique. Étant donné que vous avez profité d'une faille dans le système, on ne va pas vous accepter dans le MBA. Alors ça a fait les choux gras de la presse business américaine pendant des semaines. Et tu as Seth Godin qui écrit un billet qui dit « Ah, franchement, c'est la meilleure chose qui pouvait jamais arriver à ces mecs-là. » Parce qu'un MBA, il dit c'est la meilleure manière de sortir du monde réel pendant que tout le monde court le plus vite possible pour créer des vrais business, pour apprendre comment gérer un business des années 90. Et il dit en fait, tu peux avoir l'essentiel de ce que tu vas apprendre dans un MBA en lisant 40 des meilleurs livres de business du monde. Et en plus, c'est puissant parce que Seth Godin, au-delà de son autorité, il a lui-même un MBA de Stanford, tu vois. Donc le gars, il sait de quoi il parle. Et là, tu as Josh Kaufman qui tombe sur cet article et qui se dit, ok, génial, je vais créer cette liste des meilleurs livres de business du monde. Ça s'appelle le Personal MBA, vous pourrez aller voir. Je découvre ça, je commence à lire les bouquins, je trouve ça génial et je me dis, ok, je vais faire un blog tout autour de ce concept-là, tu vois. Et c'est ce blog-là qui m'a permis donc de devenir blogueur pro et de me lancer sur le web. Aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie ? Donc aujourd'hui, essentiellement, c'est via la vente de mes formations. Ma formation best-seller, c'est Blogueur Pro. C'est la deuxième formation que j'ai créée. La toute première, c'était une formation qui s'appelait Agir et réussir, comme mon journal de productivité d'ailleurs, et que j'ai créé suite à un sondage que j'ai fait sur des livres pour changer de vie au bout d'un an. J'ai demandé à mon audience, comment vous voulez que je vous aide, quoi. Ils m'ont dit, voilà, en gros, moi je veux créer ma boîte, mais je procrastine, comment faire? Et cette formation donc sur comment créer un business physique, parce que finalement c'était ma compétence à l'époque, j'avais créé un business jeune, j'avais lutté contre la procrastination et en plus ça faisait 8 ans que je faisais partie du jury d'une structure de financement d'entreprise, donc j'avais eu passé une centaine de dossiers. C'est ça qui m'a permis de devenir blogueur professionnel. Et à ce moment-là, tu vois, premier lancement, je fais 20 000 € de vente en tout, donc 3 000 € par mois. Deuxième lancement, 100 000 € de vente en tout avec des partenaires, 14 000 € par mois. Tu sais que je me souviens de cette vidéo que tu avais fait à ton tout premier lancement. Moi, c'était vraiment, je découvrais le monde du web et du web marketing. Et moi aussi, j'étais un peu comme toi, j'avais lancé j'avais pas de business avant. J'étais lycéen, mais j'avais lancé plein de blogs et évidemment, je savais jamais marcher, j'avais jamais gagné un centime. Et je me souviens de cette vidéo où tu avais fait tes premiers gros sous avec, je crois que tu avais fait 14 000 €, quelque chose comme ça. Du deuxième lancement, c'était le premier lancement public, ouais. Et t'en parlais en fait dans cette vidéo avec, t'avais les larmes aux yeux. Enfin, on sentait vraiment que t'étais hyper heureux en fait. Et c'était tellement communicatif que je me souviens mais parfaitement de cette vidéo. Et moi, ça m'avait énormément touché. Et je pense que ça avait bien marché parce qu'il y avait beaucoup de vues, beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de vues et beaucoup plus de dislikes que de likes. Ah ouais? Oui, je sais pas. Moi, ça m'avait frappé, mais avec une forte intensité en voyant. Ça pouvait pas être joué, tu vois. On voyait que t'étais vraiment purement touché par ce résultat. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque de voir ça. Et je m'étais dit 14 000 €. Pour moi, à l'époque, 14 000 €, c'était un truc de dingue. Tu vois, jamais j'imaginerais pouvoir gagner ça en un mois. Et donc, c'est fou, tu vois. Et donc ça, je me souviens très bien de cette vidéo. Ça me fait rire. Je sais pas si elle est toujours sur ta chaîne. Non, alors je l'ai mis en non répertorié, mais on peut la trouver en lisant mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Il y a un lien vers cette vidéo. Mais en fait, ouais, je me rappelle encore. J'étais sur un canapé rouge prêté temporairement parce que j'en avais acheté un mais il n'était pas encore dispo dans mon tout nouvel appart avec une caméra flip parce qu'à l'époque tu filmais pas avec ton smartphone, tu vois. Et ouais, franchement elle était un peu dégueu niveau réalisation, tu vois, ça résonnait beaucoup et tout. Et je montre mon écran clickbank pour montrer le truc, quoi. Mais tu sais, voilà, il y avait ça a buzzé un peu à l'époque, ça avait fait 100 000 vues. C'est en 2012, 2011. 2010, mars 2010, ça avait buzzé 100 000 vues à l'époque, c'est énorme. Donc c'est complètement, enfin tu vois, c'est une époque. Moi
suis presque nostalgique, tu vois, de me dire, ça restait le début. C'était avant Instagram, Facebook, ça décollait à peine. La qualité était merdique, il n'y avait aucun effort mis sur et on filmait en 360p, quoi. Ouais, le HD, c'était pas encore là, quoi. Et puis la vidéo, tu la mettais sur ton blog parce que sur YouTube, il y avait personne. Bah, exactement. Enfin, tu la mettais sur YouTube pour pouvoir l'intégrer facilement à ton blog. C'était juste une plateforme d'hébergement YouTube. Donc oui, et il y a eu plus de dislikes parce que je sais pas, les gens étaient un peu jaloux. Il y en a qui n'ont pas vu cette sincérité, qui étaient un peu sceptiques. Mais bref, en tout cas, je suis content, tu vois, d'avoir inspiré des gens. Et tu vois, et je vois. Donc pour la première fois, je fais un véritable chiffre d'affaires d'entreprise avec ce business internet. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait dire, ok, maintenant je commence à vendre ma boîte, je vais commencer à voyager et tout, ma première boîte. Hein. Et c'est là aussi où je me rends compte. À ce moment-là, tu as Éric Dupin qui était un peu le pape du blogging à l'époque, Presse Citron, un des blogs les plus populaires en France, qui écrit un article dans lequel il dit, en gros, il partage ses chiffres. C'est super intéressant. Il dit, j'ai 30 000 visiteurs par jour et je fais 6 000 € par mois. Et là, je me dis, attends, c'est dingue, parce qu'à l'époque, j'étais à 500 visiteurs par jour, donc je devais être à 15 000 par mois. Donc, je faisais 50% de ses visiteurs quotidiens en un mois, et je faisais déjà plus de 2 fois son chiffre d'affaires. Je me dis, mais c'est dingue, les mecs, ils savent pas comment gagner de l'argent. C'est incroyable. Je vois ça, tu vois. Et je commence à aller voir, à chercher un peu les chiffres des autres blogueurs. Alors, ils partageaient pas beaucoup, mais en gros, je voyais que clairement, les mecs, ils étaient extrêmement bas en termes de revenus par rapport à leurs visiteurs. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je leur enseigne la méthode parce que les pauvres, quoi. Et où est-ce que toi, tu as appris à faire des lancements de produits où est-ce que même tu as eu l'idée de vendre des formations? Sur le marché américain. De toute façon, les Américains, ils avaient à l'époque 5 ans d'avance, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ils ont toujours de l'avance, quoi. Bon, quand même, le gap, c'est quand même bien réduit, hein, il faut dire, mais… Parce qu'à l'époque, personne ne le faisait aussi en France. Enfin, je pense que tu fais partie des premiers à avoir importé ce modèle de vente de formation en France. Ouais. À l'époque, personne ne le faisait. Et est-ce que tu penses pas que justement parce que personne ne le faisait, ça te donnait un avantage compétitif d'être le premier en fait à faire ça? Ça en donnait, mais c'était aussi, tu avais plus de chances de prendre un bad buzz et aussi des réactions négatives parce que tu débarquais, quoi. Pour les gens qui voyaient ça pour la première fois, il pouvait y avoir aussi une réaction négative. C'est vrai que tu vois sur YouTube, moi ce qui me fascine, c'est le changement en fait chez les youtubeurs qui font des placements de produits. Je sais pas si tu te souviens, mais les tout premiers youtubeurs qui faisaient des placements de produits, ils s'en prenaient plein la gueule. C'était vraiment le bad buzz. Du coup, ils avaient tous peur de le faire. Ils le faisaient presque pas, ou alors ils le cachaient, ils le disaient pas que c'était un placement de produit. Aujourd'hui, la moitié des youtubeurs commencent leur vidéo avec un placement de produit bien rentre dedans. C'est eux qui font l'homme sandwich, etc. Et ça passe comme une lettre à la poste. Personne ne dit rien, quoi. Et c'est fou l'évolution des mentalités quand on commence à s'habituer au truc. Et je pense qu'avec les formations, c'est un peu pareil. Bon, là, il y a toujours des mecs qui viennent te regardiser, genre le mec de la question est vite répondue, tu vois. Mais c'est pas grave parce que au final, de plus en plus de gens ont l'habitude de suivre des formations en ligne. Et aujourd'hui, c'est plus du tout étonnant de voir un gars dans n'importe quelle thématique, tu vois, mais dans n'importe quelle thématique où tu apprends des choses aux gens, de vendre des formations, c'est devenu presque la norme, tu vois. Oui, alors après, tu as toujours des mecs qui débarquent, qui ont pas suivi tout le truc et qui te font les mêmes objections qu'on avait en 2012, tu vois. C'est rigolo de voir ça. Mais c'est ce que dit l'auteur de science-fiction William Gibson. Il dit le futur est déjà là, il est juste pas bien réparti, tu vois. Donc c'est tout. Il faut que le futur se répande. Et puis quand il sera répandu, voilà. Donc oui, il y avait un avantage compétitif, mais il y avait aussi une résistance culturelle plus intense qu'aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, voilà. Et puis il faut dire aussi, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, ils étaient soit inexistants, soit à un stade beaucoup plus bêta. Donc tout était plus dur techniquement. Tu vois, il y avait plus de friction un peu dans tout. Les partenaires, fallait les évangéliser, fallait leur expliquer le concept d'affiliation déjà. Enfin, tu vois, il y avait quand même, fallait travailler un peu plus sur certains trucs. Donc l'un dans l'autre. Donc tu reprends, c'est qui les Américains que tu suivais à l'époque? T'as suivi un plan, quelque chose? Parce que on partait de rien, tu vois, sinon. Donc j'ai suivi un blogueur australien qui s'appelle Yaro Starak, qui existe toujours, qui est pas aussi populaire à l'époque aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Et sa formation, c'était une formation sur le blogging, c'était la toute première que j'ai achetée sur le web. Ça coûtait genre, je sais pas, $300. Et je me rappellerai toujours, tu vois, j'étais là devant la page de vente avec ma carte bancaire en me disant putain, est-ce que c'est de l'arnaque ou pas, tu vois. Et pourtant, ça faisait des mois que je suivais le mec, tu vois. Je regardais, je voyais ses vidéos, je sais pas, je voyais que le mec était légitime, mais quand même, j'avais cette peur. Donc, je sais ce que c'est, tu vois, d'acheter sur le web pour la première fois un truc. Et je voyais, il y avait la garantie, le témoignage. Bon, allez, vas-y, je me lance, tu vois. Et ça m'a aidé pour des livres pour changer de vie. Bon, avec le recul, c'était une formation quand même assez light, entièrement en texte, tu vois, il n'y avait pas de vidéo à l'époque, c'était 2008, ouais, donc c'était une autre époque, quoi. Puis après, Jeff Walker, en fait, qui a créé justement le modèle de lancement de produit qui s'appelle la Product Launch Formula.
Et c'est ça que j'ai suivi avec l'aide d'un consultant marketing qui est Sébastien, le marketeur français, qui m'a aidé à faire ces 2 premiers lancements en fait. Et clairement, c'est une méthode de vente extrêmement efficace. Voilà, j'ai testé plein de trucs et ça reste aujourd'hui la méthode la plus efficace. Je me demandais parce que moi, c'est pas une méthode que j'ai suivie et moi, je préfère multiplier les offres. Et je me demandais si ça marche toujours aussi bien aujourd'hui qu'à l'époque ou s'il a fallu au moins changer des éléments pour que ça marche aussi bien. En fait, alors ça a été inventé grosso modo vers 2005, à peu près depuis 2008, d'abord sur le marché anglophone, puis maintenant c'est en francophone dans tous les marchés, tu as quelqu'un qui va te dire tous les ans que c'est mort. C'est comme le blogging est mort, l'email est mort, enfin tu as ça tous les ans et puis tous les ans tu as des gens qui font des millions avec. donc voilà, clairement en fait ce qui est incroyable dans cette méthode c'est que ça se base vraiment sur des leviers psychologiques qui sont profondément enracinés dans la psychologie humaine et en gros jusqu'à ce qu'on fusionne avec les cyborgs et qu'on devienne des machines, ça va fonctionner en fait. Moi ce que je reproche un peu à ces méthodes-là c'est que en fait, oui, c'est basé sur des leviers psychologiques extrêmement puissants. Mais le problème, c'est que c'est des méthodes super techniques et super précises. Et donc, du coup, quand tu vois tout un marché qui réutilise cette même méthode avec les mêmes templates d'email souvent qu'on retrouve, on trouve un peu les mêmes argumentaires à chaque fois. Il y a un moment où quand tu l'as déjà vu une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, tu le vois venir. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est avec les webinaires, les tunnels de vente, les machins. En fait, le truc, c'est oui, ça marche très très bien, mais comme tout le monde refait un peu la même chose ou duplique un petit peu le modèle, au bout d'un moment, juste on l'a trop vu et donc il faut réinventer un nouveau système sophistiqué, etc. En 2012, on me disait déjà ça. Hein. Ouais. Et moi, mon expérience, c'est que j'entends cet argument théorique, mais dans les faits, je vois pas de résultat. Bah oui. Et grosso modo, alors, c'est un peu. Tu peux faire un lancement qui est un peu moins bon que le précédent, mais grosso modo, quand même, ça augmente tous les ans de manière générale, quoi. Et du coup, tu restes sur ces 2 formations, donc Agir et Réussir et Blogueur. Non, Agir et Réussir, ça fait depuis 2012 que je ne l'ai pas lancé. Ouais. Et Blogueur Pro, tu continues à la relancer chaque année avec une nouvelle version. Oui. J'ai aussi une formation qui s'appelle Webinar Pro. Mais le truc, c'est qu'en fait, alors déjà, moi, je ne suis pas l'exemple du gars que vous devez suivre si vous voulez absolument maximiser votre revenu. Moi, je maximise ma qualité de vie. Donc, par exemple, je n'ai pas de gamme de produits. Donc, alors que bon, on sait bien que si tu veux maximiser tes revenus, tu dois avoir entrée de gamme, moyenne de gamme, haut de gamme, high ticket, etc. Donc ça, c'est prévu que je le fasse à terme, mais j'ai jamais été dans l'urgence de le faire parce que ça fait déjà des années que je gagne bien plus d'argent que ce que je peux dépenser parce que je suis assez minimaliste finalement. Donc voilà. Et au-delà de ça, les quelques produits que j'ai lancés qui n'étaient pas Blogueur Pro, bah, à chaque fois en fait, ils se vendaient moins que Blogueur Pro. Donc j'ai aussi un coût d'opportunité quand je vends autre chose que Blogueur Pro. C'est vraiment ma formation best-seller, puis c'est celle aussi pour laquelle j'ai plus de résultats. C'est fou, moi j'ai le sentiment aussi que derrière cette formation, tu as un truc qui est très fort, c'est que et ça c'est un truc aussi qui m'intéresse parce que moi je sais pas faire ça, c'est que tu vas chercher où les gens t'envoient spontanément, je sais pas, des témoignages clients, t'en as énormément. Ouais. Et d'études de cas, de gens qui ont fait des gros chiffres avec cette formation. Tu postes tout ça sur ta chaîne YouTube. Et du coup, ça fait une sorte de rouleau compresseur où toutes tes résistances, en fait, sont écrasées par tous ces gens qui ont eu des résultats, tu vois. Et moi, je sais qu'à l'époque, quand je découvrais ce système-là et tout, j'étais très tenté. Bon, j'avais pas les moyens à l'époque pour acheter une formation à ce prix-là. Mais tous ces gens, en fait, tous ces témoignages, c'était vraiment l'argument massu qui me faisait dire, ça peut pas être une arnaque, ça marche forcément, c'est un produit miracle, c'est un produit magique. Et je me demande justement, est-ce que tu penses que ça aussi, c'est vraiment ce qui est lié derrière le succès de cette formation? Et est-ce que tu as des méthodes justement pour augmenter son nombre de témoignages spontanés ou alors comment aller les chercher, comment générer ce genre de témoignages? Ouais, bah écoute, alors c'est clair. En fait, aujourd'hui, quand je fais un lancement de Blogueur Pro, je crois que j'ai à peu près 150 vidéos de témoignages / études de cas. Donc depuis les premiers étudiants jusqu'au dernier, en alors, tout non, les vieilles, on les a enlevés quand même, parce que ça fait 10 ans que la formation existe. Mais bon, on va dire dans les 4 dernières années, on prend ces vidéos-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand tu suis le lancement de Blogueur Pro de te dire ça marche pas. Par contre, tu peux quand même avoir l'objection, ok, ça marche, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Ouais. Il faut quand même vaincre ça. Puis tu as d'autres objections, genre je vais pas avoir le temps, j'ai déjà suivi des formations, je les ai jamais appliquées, etc., etc. Mais c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui j'ai un catalogue de témoignages et d'études de cas qui fait qu'en fait, quand quelqu'un a une objection dans les commentaires, c'est même plus moi qui lui réponds. Je dis forcément une vidéo qui est... Absolument. Et ça c'est extrêmement puissant. C'est ce que tu disais. Je leur dis bah écoute, un tel il avait le même problème que toi. Tiens, va voir la vidéo, il explique comment il l'a dépassé. Tu vois.
Je veux dire, entre toi, quand on te donne une objection, entre toi qui dis oui, t'inquiète pas, mon produit il est top, il va résoudre ça, ou un client super content qui va dire moi j'ai testé ça, ça a marché, qu'est-ce qui est le plus puissant? Ça c'est extrêmement puissant. Et donc oui, tu as des techniques pour booster ça. Il faut savoir que tu vas recevoir toujours des témoignages spontanés quand tu fais du contenu de qualité, mais pas autant que si tu demandes. Et je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé, je vais dans des événements et là il y a un mec qui me saute dessus, que j'ai jamais vu, qui me dit ah Olivier, il faut que je te dise, ouais, je suis un élève blogueur pro, purée, ça a changé ma vie, j'ai fait ça et ça, et moi je le regarde, je vais mettre t'es qui tu vois, parce que le mec il a jamais participé dans les séances de coaching commun, il a jamais envoyé d'email, il m'a jamais communiqué, il a juste suivi ce que j'appelle les élèves fantômes, tu vois, ils te suivent en mode silencieux, ils sont super contents. Et un jour ils sortent du bois et en fait par pur hasard parce qu'ils te voient, mais sinon ils ont pas l'idée de contacter. Et je veux dire, faut pas leur jeter la pierre parce que à qui c'est arrivé de lire un bouquin qui a changé la vie, de pas penser à contacter l'auteur, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Il y a plein de livres comme ça qui ont changé ma vie. J'ai jamais pensé à écrire à l'auteur pour lui dire merci. Faites-le, franchement. Prenez un livre ou une formation qui a changé votre vie et écrivez à l'auteur pour lui dire merci, t'as changé ma vie, parce que ça fait plaisir. Et donc voilà. Et donc il faut quand même avoir un mécanisme pour inciter les gens juste pour leur donner l'idée en fait, parce que souvent c'est juste qu'ils y pensent pas, ou ils se disent que tu n'en as pas besoin ou whatever, tu vois. Donc il y a plusieurs choses pour ça. Déjà, tu peux juste envoyer un mail pour demander, comme ça, tout simplement. Moi, j'aime bien faire un concours tous les ans où voilà, il y a des lots à gagner pour la meilleure vidéo de témoignage. C'est cool ça. C'est quel genre de lot? Oh bah c'est le premier prix c'est un MacBook, le deuxième prix c'est je sais plus moi un iPad, un truc comme ça. Par contre, je leur dis attention, soyez sincères, vous inventez rien et tout ça. Faut pas que ça soit hollywoodien, pas de montage, pas d'effets spéciaux. Vous ouvrez la caméra et vous parlez sincèrement, quoi. Après, il y en a qui font des trucs chiadés. Bon, ça, donc ils ont la liberté totale du témoignage qu'ils vont laisser. Tu leur donnes pas de plan ou de modèle ou tu. Non, bah, je leur montre des exemples de l'année d'avant, mais sans plus, quoi. Après, ils font ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Et puis de toute façon, bon, Les gagnants sont tirés au sort ou tu les choisis? Non, en fait, non, c'est ça, c'est le double effet qui se coule. Moi, je fais déjà une présélection parce que typiquement, je peux recevoir 40 vidéos, c'est beaucoup. Je vais essayer de descendre le chiffre à 20, 16, tu vois, dans ces eaux-là. Et après, je fais voter le public. Ça, c'est extraordinaire, c'est le double effet qui se coule parce que du coup, tu as toute ta liste qui voit ça et tu fais ça juste avant ton lancement. Donc, c'est une bonne manière de chauffer ta liste avant ton lancement. Et après, donc, je fais voter en deux rounds. Donc, d'abord, ils votent pour les finalistes. Après, on diminue à 8 et après, ils votent pour les 4 gagnants, tu vois. Comment tu as eu l'idée de faire ça? C'est dans mon groupe Mastermind américain, je crois que ça a été partagé. Oui, tout à fait. C'est une Canadienne qui s'appelle Susan Garrett, qui est une championne du monde de dog agility, de dressage de chiens, qui a fait ça. Mais en fait, avant même ça, j'ai remarqué après, Tim Ferriss avait inventé un concept similaire, puisqu'il a fait exactement le même truc pour avoir des vidéos de témoignages pour la semaine de 4 heures et d'autres bouquins en fait. Donc voilà. Et puis oui. Et donc très intéressant aussi, j'ai créé un groupe Elite. En fait, c'est un groupe de discussion Google qui existe depuis 2011 déjà. C'est un groupe de mes étudiants d'Elite Blogueur Pro. Et il est entièrement gratuit. Par contre, il y a des conditions pour rentrer dedans. Tout le monde ne peut pas rentrer. Pour rentrer, il faut que tu aies suivi et appliqué la formation jusqu'à la fin du module 6. Donc, grosso modo, juste avant que tu aies fait ton lancement. Il faut que tu aies un blog avec un certain trafic, que tu aies une liste email, que tu aies préparé le lancement et que tu sois sur le point de lancer. Et si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas rentrer. Donc du coup, tu n'as que les doers, tu vois, les faiseurs qui rentrent là-dedans. Tous les mecs qui sont là en touriste, ils ne rentrent pas. Et ça, c'est génial parce que ça te fait vraiment un groupe extrêmement dynamique. Et en plus, ça accompagne les gens au moment le plus délicat qui est juste avant le lancement de produit, quoi. C'est sur quelle plateforme que tu gères ce groupe? Google. Je l'ai créé en 2011, donc à l'époque, il n'y avait pas trop de choix. Genre, c'est un groupe Google? Ouais, c'est un groupe Google. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais, absolument. Okay. En fait, il y a plein de gens qui apprécient parce que Facebook, il y a beaucoup de distractions. Ouais. Là, au moins, c'est focus. Et ce qui est génial aussi, c'est que du coup, les gens partagent beaucoup plus facilement sur ce groupe, spontanément, les résultats de leur lancement et tout ça. Ça me permet aussi de repérer, en fait, des personnes dont je veux faire des études de cas. Puis après, je les contacte et je leur dis voilà, le lancement Blogueur Pro s'approche. Est-ce que tu veux faire partie des études de cas de cette année? Et en fait, pour beaucoup de mes élèves, c'est un honneur, quoi. Ouais. C'est un honneur parce que je fais venir un réalisateur de documentaires télé, donc c'est un truc extrêmement chiadé, c'est beau, c'est un truc qu'ils pourront garder pour le restant de leur vie, qu'ils pourront montrer à leurs petits-enfants, quoi. Et puis ça leur fait de la pub aussi quand même pas mal, hein. Ça, j'ai beaucoup de gens qui me disent purée, il y a plein de gens qui m'ont contacté pendant le lancement, ça fait plaisir.
Enfin voilà, donc tu as tout un système comme ça. C'est important hein, d'avoir un vrai système de récolte des témoignages clients parce que ça change la face de ton business. Moi, j'ai doublé les performances de mon lancement avec ça. Donc voilà, les lancements, ça continue ça augmente les performances aussi parce que tu deviens meilleur dans le fait de les faire. C'est drôle parce que ça m'intéressait beaucoup de discuter avec toi parce qu'on fait vraiment, j'ai l'impression, exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, je multiplie les offres. C'est-à-dire que je fais une offre peut-être par mois ou deux avec une nouvelle formation. C'est des petites formations qui sont vendues à pas très cher. Et en fait, les deux fonctionnent, ça dépend de ta personnalité. Et moi, ce que j'aime bien avec la méthode des petites offres, c'est que ça va très vite, tu as une stimulation intellectuelle qui est assez importante. Et surtout, tu peux proposer régulièrement de la nouveauté aux gens qui te suivent déjà et donc qui vont racheter régulièrement. Donc c'est bien si tu… Enfin, moi, je suis pas super à l'aise avec l'idée un mois de faire un énorme chiffre d'affaires et puis le mois suivant de faire zéro, tu vois. C'est un truc qui me stresse et je préfère faire tous les mois un petit peu. Je préfère aplatir sur l'année, tu vois. Mais tu as plein de gens qui vont prendre le paiement 6 fois ou 12 fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après le paiement en plusieurs fois, c'est aussi des problèmes, des impayés, des trucs à gérer, tu vois. Mais bon, et donc moi j'ai choisi la méthode des offres régulières. Et finalement, bon, ça fonctionne bien pour moi. Mais les inconvénients, c'est que j'ai pas beaucoup de témoignages clients sur une formation parce qu'en fait, je peux pas passer énormément de temps sur une formation à la peaufiner, à aller faire l'effort de récolter des témoignages, tout ça. J'ai des témoignages sur globalement, hein, mais peu sur une formation en particulier. Et j'ai un ticket d'entrée qui est pas très cher, ce qui fait que oui, des gens sur plusieurs années peuvent dépenser peut-être 2000, 3000 euros chez moi, mais il va falloir plusieurs années et ce sera pas la plupart des gens. La plupart des gens vont dépenser que quelques centaines d'euros. Et inversement, toi, ce que tu fais, c'est que tu as une formation depuis presque 10 ans. L'avantage, c'est que tu peux la peaufiner chaque année, ajouter des choses, faire venir des réalisateurs. Enfin, moi, je vais pas faire venir un réalisateur pour chacune de mes formations, ce serait juste impossible. Et créer des groupes pour les élèves et tout, ce qui ça, je pense, c'est super. Mais comment tu fais du coup? Alors tu me diras, le ticket d'entrée est déjà cher, donc chaque client t'a déjà rapporté une somme significative. Mais comment tu fais pour maintenir, éveiller ta base de clientèle, pour leur proposer de la nouveauté, pour qu'ils aillent pas finalement, tu vois, est-ce que t'as pas peur que les gens viennent chez toi, qu'ils prennent ta formation, qu'ils se forment avec, et puis qu'après ils se disent bon bah il y a plus rien de neuf en formation, bon bah tiens je vais aller chez Antoine BM ou chez quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ce qui se passe. Et ça, c'est ce que je te disais. Il faut pas moi, je suis pas l'exemple du mec qu'il faut regarder pour maximiser son revenu, quoi. Parce que effectivement, j'ai des clients qui sont tout tristes en me disant, ben oui, moi, j'ai envie de t'acheter d'autres formations. Je fais quoi, tu vois? Et j'ai rien à leur proposer. Mais ça fait longtemps que je le sais. Et voilà, il y a même des gens qui me disent, ah, c'est dommage, Olivier, t'as pas su me fidéliser et tout. Mais j'ai vraiment, c'est la semaine de 4 heures qui était à la base de mon changement et j'ai vraiment cette philosophie dans mon ADN, quoi. Et donc, à partir du moment où, de toute façon, voilà, avec cette formation, enfin, avec ça, j'ai déjà un style de vie incroyable, quoi. Je veux dire, ça fait 10 ans que je voyage 6 mois par an, j'ai une liberté totale. Ça fait rêver. Sur ta chaîne YouTube, tu partages tous tes voyages, toutes tes expériences. Moi, ça m'a beaucoup fait rêver. C'est un truc, je pense, qui fait rêver beaucoup de gens. Tu vois, il y a les entrepreneurs qui ont les dents qui rayent le parquet, qui bossent 15 heures par jour, toujours devant leur ordi. J'en connais pas mal comme ça. Je pense pas que ce soit plus heureux que toi, tu vois. Ou que moi, parce que moi aussi, je privilégie énormément mon lifestyle. Je me fais que des beaux hôtels. Je voyage presque la moitié de l'année aussi. Donc, je comprends tout à fait ça. Mais tu vois, il y a ce truc aussi de se dire, moi je suis sans arrêt, je sais pas toi, moi je suis sans arrêt un peu tiraillé entre deux choses, qui est le Antoine un peu ambitieux, qui dit allez, faut aller plus loin, c'est de la merde ce que t'as fait, Zuckerberg était déjà milliardaire à ton âge, tu vois. D'un côté tu as ça, et de l'autre côté tu dis mais mec, mais t'as une vie de fou, tu vis dans un appart de fou, enfin regarde ton entourage, tes amis, tes proches, ils gagnent pas un dixième de ce que tu gagnes, enfin t'as une vie de dingue, tu voyages tout le temps, t'as beaucoup de temps libre. Et donc je suis tiraillé entre le mec qui se dit mais c'est génial, profite de la vie, et le mec qui se dit mais t'es une merde, putain, bouge-toi le cul et fais une vraie boîte, un truc gros, un truc ambitieux qui peut scaler, tu vois. Est-ce que toi aussi tu as ça au fond de toi et qui c'est qui l'emporte? Oui. Alors, ça fait un moment finalement que quelque part j'ai résolu ça, même si ça peut arriver que j'ai des moments où je suis un peu, je suis tiraillé comme ça parce que en fait j'ai eu très vite une vision de cycle. En fait, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a une approche qui est meilleure que l'autre. Ça va vraiment dépendre de plein de choses et ta personnalité et tout ça. En fait, j'aime résoudre ça avec des cycles. Et donc, tu vas avoir un cycle où tu vas être justement dans l'ambition, où tu vas te mettre à fond, enfin être vraiment dans le boulot et tout ça pour passer au niveau suivant. Et une fois que tu arrives à ce niveau suivant, eh ben, tu te dis, OK, maintenant je vais profiter un peu de ce que j'ai semé. Tout simplement. Ça fonctionne un peu comme toi aussi. Ouais. Et c'est ça, mais je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette notion de cycle, qui pensent un peu, OK, il faut être comme ça ou comme ça, mais ça peut être comme ça pendant une certaine temporalité en fait. Et tu peux d'ailleurs te griller, si tu es toujours dans le truc ambition,
c'est difficile de rester focus sur un truc. Par exemple, le contenu quotidien ou créer du contenu régulièrement, bâtir sa philosophie, c'est un truc qui demande beaucoup de patience. Et finalement, si tous les jours tu es en train de vouloir trouver de nouvelles choses, en fait, tu vas avoir du mal à avoir cette patience-là, à avoir ce focus-là qui peut sur le long terme. En fait, c'est des graines que tu plantes qui sur le long terme peuvent fournir une belle récolte, tu vois. Absolument. Et tu vois, je vais te dire justement, alors, mais ce sentiment de dire, ok, j'ai déjà plein de choses, j'ai de la gratitude par rapport à ça, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu peux aussi utiliser ce sentiment pour te transcender, pas juste développer ton business, mais créer, faire une création artistique en fait. Et c'est cette démarche que j'ai eue avec Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Tu vois, en 2012, j'étais déjà, je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser, je voyageais partout dans le monde, j'inspirais des milliers de personnes par mois, et je me suis dit, putain, c'est génial. Maintenant, what's next? Tu vois, c'est quoi la prochaine étape? Et j'aurais pu sortir une nouvelle formation, me dire, ok, je double le chiffre d'affaires et tout, mais ça m'intéressait pas plus que ça, honnêtement. Parce que j'étais justement arrivé à un palier, j'avais déjà beaucoup bossé pour vendre ma première boîte et avoir ce style de vie-là, et j'étais en mode, ok, maintenant je vais en profiter. Mais je ressentais cette envie quand même de continuer à évoluer. Et c'est là où finalement, et je ne l'ai pas conscientisé comme ça à l'époque, mais maintenant je me dis, j'étais finalement en train de me connecter au haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire finalement le fait de s'accomplir soi-même et d'apporter beaucoup de valeur au monde, de se transcender finalement. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais, ça fait des années que je rêve d'être auteur, donc je vais créer mon chef-d'œuvre, quoi. Je vais créer le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai arrêté l'école à 18 ans parce que j'y connaissais rien, que j'ai fait plein d'erreurs, que ça m'aurait évité ça, tu vois. Et je vais tout donner pour ça. Et je savais très bien en faisant ça que j'allais avoir un coût d'opportunité énorme. En gros, tu vas sacrifier du chiffre d'affaires à court terme. Absolument. Dans notre métier, si j'avais mis autant d'énergie dans des formations, clairement, ça m'aurait probablement rapporté des millions, quoi. Après, est-ce que j'aurais eu cette énergie-là, cette motivation pour d'autres formations? Probablement pas. Tu vois, il y a ça aussi. Mais quand même. Et donc, voilà, je l'ai fait en connaissance de cause en me disant, de toute façon, je m'en fous. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça. C'est une vraie démarche artistique. Après, je suis pas fou non plus, je suis entrepreneur et je veux faire quand même en sorte que si le livre fonctionne, ça aide mon business, tu vois. Mais j'ai pas fait ça en mode je fais ça pour mon business. J'ai vraiment fait ça dans une démarche artistique et c'était une démarche spirituelle en fait, quelque part. Et vraiment, voilà, j'ai passé 80 heures ce bouquin, alors pas à temps complet, mais voilà, tout en voyageant, tout en gérant un business. Et j'ai tout donné dans ce livre et ça a été extraordinaire. Et bien sûr, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dire, c'est pas un livre parfait. Hein. D'ailleurs, j'ai révisé plein de choses dans la deuxième édition et pour la version anglaise qui va sortir l'année prochaine, j'ai encore enlevé plein de trucs, modifié des trucs. Donc il y a toujours des trucs à améliorer, mais vraiment, j'ai tout donné. J'ai vraiment voulu créer une œuvre d'art, quoi. Et ça, c'est une belle manière de passer au niveau suivant. Je suis d'accord. J'aime bien cette démarche-là. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi me considérer comme un artisan, c'est-à-dire pas seulement comme un entrepreneur qui gère des systèmes et qui prend des rendez-vous, tu vois, mais aussi quelqu'un qui travaille directement dans son entreprise, notamment sur la création de contenu. Moi, je fais 100% de mon contenu, 100% de mes produits. Et même si aujourd'hui j'ai une petite équipe qui est super, qui m'aide beaucoup sur tout ce qui est notamment administratif, c'est pas moi qui gère ma boîte, qui gère sur le plan administratif, quoi. C'est quand même moi qui fais la plupart des tâches créatives de ma boîte. Et c'est un truc qui me plaît d'un côté et je me dis, tu vois, t'as plusieurs modèles. T'as genre d'un côté, t'as le Russell Brunson ou le Gary Vee, tu vois, qui sont des machines qui en veulent toujours plus. Et de l'autre côté, t'as des mecs comme tu parlais de Seth Godin. Seth Godin, finalement, il fait son petit article tous les jours, tu sais, sur son blog. Il sort des petits livres chaque année. Je pense pas qu'il ait une vie de fou en termes de boulot. Et en même temps, il a quand même un impact considérable. En fait, énormément de gens sont inspirés de sa philosophie. Ses bouquins ont touché énormément de gens. Donc, en fait, tu peux quand même avoir un impact très important sans être un bouffeur de business, un mec qui veut toujours augmenter le chiffre d'affaires. Et ça me plaît aussi, j'aime bien cette approche-là. Et justement, je vais rebondir là-dessus parce que, alors moi, c'est une de mes faiblesses, je considère ça comme une de mes faiblesses, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'entourer, j'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai du mal à faire confiance aux gens, à rencontrer de nouvelles personnes, à pas me faire avoir. Et donc, du coup, je suis très prudent là-dessus et je continue à faire énormément de choses moi-même dans ma boîte, notamment des choses que je devrais pas faire moi-même. Typiquement, hier, j'ai passé la moitié de la journée à essayer de lancer une pub sur YouTube, tu vois. Alors, pas à créer la pub j'ai créé en 20 minutes, tu vois, mais juste dans l'interface YouTube, à essayer de la mettre en ligne, à galérer parce que c'est un truc qui a été créé par des sadiques. Et je me dis, franchement, l'interface AdWords par rapport à Facebook, mais même Facebook, enfin pour moi tout ça c'est créé par des sadiques. Pour moi c'est vraiment une réunion de sadiques qui se sont dit comment on peut faire chier un maximum les entrepreneurs. Tu vois.
Et je me dis, mais il y a plein de mecs qui sont techniquement parfaitement au point pour gérer ça à ma place. Il faut que je trouve quelqu'un pour le faire. Et toi, je sais que c'est un de tes points forts. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens ou des sous-traitants, des gens en tout cas avec qui travaillent avec toi, qui font des petites tâches pour toi. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu, que tu m'expliques comment tu fais pour les trouver, comment ça se passe. Ouais. Déjà, alors mon entreprise, elle est organisée sur une fondation qui est pas si courante que ça. J'aime bien dire que c'est une entreprise asynchrone. Parce que, donc, bien sûr, on est tous en remote, ça c'est plutôt courant aujourd'hui dans les business web. Il n'y a aucun bureau, ça fait depuis le début que c'est comme ça en fait. Par contre, la petite subtilité, c'est que vraiment asynchrone, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on décourage activement les échanges en temps réel. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire que c'est découragé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun appel téléphonique. Intéressant, donc ça c'est dit dès le départ, les gens le savent. Oui, alors je ne l'avais pas conscientisé au départ, c'est juste que comme je suis parti dans une optique vraiment qualité de vie, pour moi les interruptions c'est une hérésie quoi. C'est toi qui choisis quand tu interromps ton travail, c'est pas quelqu'un qui choisit pour toi. Et toi non plus, tu les interromps pas? Parce que moi, ça marche que dans un sens, c'est-à-dire que moi, j'aime pas qu'on m'interrompe, mais par contre, moi, je vais pas hésiter à les interrompre dès que j'ai un problème, tu vois. Et j'ai un peu honte. En fait, il y a qu'une seule membre de mon équipe, j'en reparlais, qui a mon numéro de téléphone. Ouais. Et en fait, je crois d'ailleurs que c'est la seule membre de l'équipe dont j'ai le numéro de téléphone. Donc voilà. Et je l'appelle jamais. Parce que moi, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai un gars qui s'appelle Félix qui gère un peu la boîte à ma place. Et quand on fait entrer une nouvelle personne pour nous aider, c'est lui qui gère en fait la personne. C'est-à-dire que moi je suis quasiment pas, parfois j'ai même pas le contact en fait de la personne. J'ai ça maintenant, mais je l'avais pas au début. Mais on va en parler de ça. Mais oui. Et donc voilà, donc tu as ça, ce concept-là. Donc on fait pas de réunion. Ouais. Mais alors pas du tout. Et voilà. Et donc tout passe par. Avant c'était les emails, maintenant c'est beaucoup Asana. Pour moi c'est le logiciel qui est vraiment au cœur de l'organisation de mon équipe. C'est un logiciel extraordinaire. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler de Notion. Qui est pas mal, mais il manque des fonctions dans Notion, notamment il n'y a pas de tâches récurrentes, ça pour moi c'est un tue-l'amour, mais bon ça va venir. Et voilà, et donc ça fait déjà, en fait dès 2011 il y a des gens qui m'ont contacté en fait, c'est ça qui était beau. Il y a notamment Younes au Maroc qui m'a contacté en me disant voilà Olivier, je suis marocain, j'adore tout ce que tu fais, j'aimerais trop m'inscrire à Blogueur Pro mais j'ai pas les moyens, donc du coup ce que je te propose c'est que je bosse gratuitement pour toi. 5 ans. Non, pas pendant 5 ans, mais. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas été payé, mais il a Blogueur Pro. Disons qu'il bosse pour moi et il bosse gratos. Non. Mais tu vois, il a commencé comme ça. Et il m'a dit voilà, je vais animer ta communauté et tout. Donc on a commencé comme ça. Au bout d'1 an, j'ai commencé à le payer. En tant qu'étudiant, il était encore étudiant, donc je crois que je le payais $3 de l'heure. Il faut savoir que le SMIC au Maroc, horaire, c'est 1,10 €. Hein, donc il était déjà à plus de 2 fois le SMIC marocain. Et puis après, il m'a dit, je commençais à lui confier de plus en plus de trucs et il m'a dit j'ai pas le temps. Je lui ai dit mais pourquoi? Il me dit bah voilà, moi j'ai un boulot à la con, je bosse 44 heures par semaine à trier des archives et je suis payé 250 €. Ça c'est le boulot de base au Maroc. Hein, le SMIC c'est 250 balles. Enfin faut se rendre compte. Et c'est pris à plein temps, tu l'as payé mieux. Ouais. Et toi ça te coûtait quand même moins cher que d'avoir un salarié français en plus j'imagine. Absolument. Et aujourd'hui il gagne très très bien sa vie par rapport aux critères du Maroc, même par rapport aux critères français. Et il a même pris 3 assistantes pour l'aider à m'assister. Enfin, tu vois, et c'est dans sa famille, donc c'est parfait. Récemment, j'étais à Marrakech, lui il vit à Agadir, on a été le voir, il nous a accueillis chez lui, toute la famille était là et tout, c'était sympa. On a été accueillis à la Berbère, tu vois, ils ont vraiment le sens de l'hospitalité, ça fait plaisir. Et voilà, puis j'ai construit mon équipe au fur et à mesure comme ça. Il y a Alexandra. Alors Alexandra, c'était marrant, ma secrétaire administrative, j'avais vu son commentaire en dessous d'un article de Jean Rivière. À l'époque, il y avait un blog avec des articles et je l'ai contactée. Puis voilà, ça fait 10 ans qu'elle bosse pour moi, elle fait toutes les factures et tout. Et donc voilà, j'ai construit mon équipe au fur et à mesure finalement, d'abord en voyant des opportunités et puis après de manière plus consciente. En 2017, je me suis dit ok, j'ai une équipe super, excellent, mais il me manque quelqu'un quand même, c'est un bras droit quoi. Vraiment, je venais juste de regarder les films Iron Man et je me suis dit moi il me faut la même assistante que dans Iron Man. Il te faut voilà, la personne qui à la fois elle sait gérer ton empire et elle sait où sont tes chaussettes, tu vois, enfin j'exagère un peu mais vraiment comment tu fonctionnes et voilà, qu'est-ce qui est important. Perso, pro, elle gère tout, tu lui dis ça, elle le fait et puis voilà. Et là, ça a été incroyable parce que tu vois, moi je suis pas très New Age, woo machin. La loi de l'attraction, c'est bien, mais il faut pas oublier d'agir derrière. Mais là, en l'occurrence, ça a été la loi de l'attraction, mais alors textbook, tu vois, parce que la première personne que j'ai été voir, c'était un ami entrepreneur à Londres, le dirigeant de la Radio France à Londres. J'ai été le voir, je lui dis, on se croisait entre 2 rendez-vous à Saint-Pancras, tu vois. Et je dis, écoute, il me faut mon assistante Ironman, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Là, il me regarde, il me dit, j'ai exactement la personne qu'il te faut. Et c'était exactement la personne qu'il me fallait. Première personne, le coup de bol total. Et donc voilà, Elisabeth, qui vit en plus depuis 20 ans à Londres, donc qui est parfaitement bilingue, qui a cette vision internationale. Donc elle bosse quand même à distance. Absolument, okay. Tout le monde bosse à distance. Okay.
Il n'y a vraiment aucune exception et on a des gens du monde entier, quoi. Et j'ai des personnes qui sont des nomades et je ne sais pas où ils sont. Ça, c'est intéressant. Ça s'est fait en fait un peu progressivement, un peu au fur et à mesure des hasards. Tu as besoin de quelqu'un, tu demandes conseil, tu trouves quelqu'un, tu essayes, si ça match, tu Mais continues. aujourd'hui, donc, ce qui est génial, c'est que une de mes grosses motivations pour recruter un bras droit, c'était que je pouvais procrastiner. Moi, je savais par exemple, j'avais besoin d'un poste particulier, d'un profil dans l'équipe. Je pouvais procrastiner des mois pour recruter la personne parce que ça me faisait chier à un point de poster l'annonce sur Upwork, de faire le tri et tout. Moi, je me tire une balle. Aujourd'hui, je dis, si j'ai besoin d'un poste dans l'équipe, je dis à Elisabeth, est-ce que tu peux recruter ce profil, s'il te plaît? Ça, c'est cool. Ça, purée, ça t'enlève une épine du pied, c'est incroyable, quoi. Et elle s'occupe de le recruter, de le manager et tout ça pour moi, et ça, c'est extraordinaire. Et oui, donc ça s'est construit progressivement. Mais aussi, tu vois, moi, je voulais pas être hypocrite. Je voulais pas à la fois prêcher la liberté et le fait d'être indépendant et d'avoir des employés qui font des horaires de bureau. Pour moi, c'était complètement peu compatible. Donc, ils ont presque autant de liberté que toi, en fait, tes employés. Oui, voilà, donc on est asynchrone, ça veut dire aussi qu'ils peuvent être partout dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être sur un fuseau horaire particulier. Alors, il y a certains profils, notamment qui doivent appeler des gens. Il ne faut pas qu'ils s'éloignent trop de l'Europe quand même, mais ça, plus ou moins 3 heures de décalage horaire, ça laisse déjà énormément de possibilités. Et même plus ou moins 4. Hein. Et tu peux aller au Brésil à plus ou moins 4 déjà, donc c'est pas mal. Et puis donc attends, je perds le fil là. Voilà, oui, on n'a pas d'horaire de bureau. Enfin voilà, ils peuvent être n'importe où. Il n'y a pas d'horaire de bureau. Moi, je me fous complètement de savoir s'ils se lèvent à midi ou à 6 heures du matin. Ça m'importe. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que la tâche est faite ou pas. Et s'ils partent 10 jours faire un trek au Népal, à partir du moment où c'est organisé, il n'y a pas de souci. Ils sont combien à peu près dans ton équipe? Alors, et justement, donc il n'y a pas si longtemps, je mangeais justement avec Elisabeth à Londres et elle m'a dit, tu sais Olivier, que maintenant il y a 20 personnes dans l'équipe, tu es au courant de ça? Et je lui ai dit, bah écoute, non, je n'étais pas au courant. Et je lui ai dit, à l'époque, je lui ai dit, je pense que c'est bon signe, ça veut dire que je t'ai bien délégué. Maintenant, quand même, depuis, je lui ai demandé de me faire un fichier Excel avec quand même, qui. Tu as paniqué un peu. Moi, je suis un peu pareil. Non, je me suis dit, vite quand même. Après, c'est lui qui fait mon support client, je sais pas qui c'est. Voilà, je me suis dit quand même, je devrais savoir le nombre de personnes dans l'équipe. Et alors, maintenant, j'ai un fichier, qui fait quoi, depuis quand il est dans la boîte, etc. Et ils sont salariés chez toi ou pas? Non, ils sont tous freelance. Même ceux qui sont, même Elisabeth, ils sont freelance. Tous freelance. Et ils bossent avec d'autres gens ou juste avec toi? En général, avec d'autres gens, mais parfois juste avec moi. C'est vraiment variable. Et donc, c'est pour ça que quand je dis 20 personnes, il faut bien comprendre que ce n'est pas 20 personnes à temps complet. Ça peut être de quasiment temps complet à quelques heures par semaine. Donc, quand tu te lances dans un truc, je sais pas, tu veux faire une pub YouTube, tu sais pas comment ça marche, tu demandes à Elisabeth, tu peux me trouver quelqu'un pour faire ça? Oui, ou en l'occurrence, vu que là, je sais qu'Elisabeth n'a pas forcément une grande compétence sur ce point technique-là de Facebook, YouTube, je vais plutôt aller parler à des collègues en leur demandant est-ce que tu as des personnes à me conseiller, des agences, des trucs comme ça. Tu vois, ça dépend un peu du profil que je recherche. Mais oui, pour beaucoup de profils, ça va plutôt être Elisabeth qui fait ça. Je peux aussi dire à Elisabeth, tiens, contacte un tel de ma part, mais c'est mieux, tu vois, si je parle à des collègues que je parle directement, il y a plus de chances d'avoir des réponses intéressantes. Alors, premier mystère résolu. Deuxième mystère, je sais que tu es quelqu'un d'un peu introverti, un ancien timide, un peu comme moi. Et j'ai l'impression, en tout cas en lisant ton bouquin, que tu as une capacité à rencontrer tous les gens que tu as envie de rencontrer qui est phénoménale. C'est-à-dire tu découvres quelqu'un, je sais pas, un sportif, un artiste, un entrepreneur qui t'inspire. La semaine suivante, tu vas faire du parapente avec lui, quoi. Et je me dis, tu fais partie, tu es dans des masterminds américains, des trucs comme ça. Moi, c'est des choses qui aujourd'hui, alors avec des Français, ça va. Avec des étrangers, ça fait un peu plus peur parce que je suis pas super à l'aise avec mon accent. D'accord. Mais est-ce que tu as des l'accent français, c'est un méga atout. Hein. Ouais, je sais, mais tu vois, même le vocabulaire et tout. Tant que les gens te comprennent. Ouais, c'est vrai. J'ai été surpris quand j'étais à New York, j'ai rencontré le CEO de Podia. Donc, tu sais, c'est la boîte que j'utilise pour vendre mes formations. Et je me suis dit, mais je vais passer pour un abruti, je sais pas parler, tu vois. Je parle jamais en anglais avec qui que ce soit. Et en fait, étonnamment, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu lui demander des trucs qu'il pouvait ajouter. Lui, il m'a pas mal parlé de leur stratégie et tout. Et je me suis dit, en fait, ça peut fonctionner, quoi. Et ça m'a vraiment donné confiance en moi. Tu sais, la moitié du boulot pour être à l'aise dans une langue, c'est la confiance. Ouais. Et pour ça, faut aller au charbon. Hein. C'est vrai que j'ai remarqué quand t'es un peu alcoolisé, genre t'as bu une bière, t'es beaucoup mieux en anglais. C'est pour ça que les gens disent, attends que je bois un verre et puis tu c'est ça. Et moi, je me suis dit, mais je bois une bière, mais d'un coup, je suis parfaitement bilingue, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais c'est ça. Il faut juste dire que, mets-toi à leur place, quoi. Tu rencontres un Américain qui te parle français. Ouais. Tu vas te mettre à tiquer sur chacune de ses erreurs. Non, bien sûr. Puis tu vas parler lentement pour qu'ils te comprennent. Tu vas être tolérant. Déjà, tu vas te dire, purée, le mec, il fait l'effort de parler dans ma langue. Tu vas respecter ça. Et les étrangers, quand toi, tu es dans la situation inverse, c'est la même chose.
Après, tu peux toujours tomber sur un connard qui a pas la démarche, mais c'est rare, c'est extrêmement rare. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Les gens sont plus tolérants et en plus, ça te donne un côté exotique, intéressant et tout ça. Et puis bon, il faut quand même dire, on a de la chance d'être français à ce niveau-là parce que vaut mieux, enfin, tu vois, toutes choses égales par ailleurs, c'est quand même un peu, on a une meilleure image auprès de l'étranger. C'est un peu plus sexy d'être français que, je sais pas, d'être kazakh, quoi, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais ou ouzbek, tu vois. Ça attire plus la curiosité. Et à la douane, c'est plus facile. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut savoir jouer là-dessus. Et j'ai rencontré des gens qui savent bien jouer, qui sont français, qui vivent à l'étranger, qui savent bien jouer sur le French touch. Il y a vraiment un coup à jouer là-dessus, honnêtement. Okay. Ouais. Donc n'hésite pas à ponctuer quand tu parles en anglais tes phrases de certaines expressions françaises qui sont comprises là-bas, du genre et voilà ou rendez-vous. Enfin, ils ont plein d'expressions françaises qu'ils utilisent encore. Déjà vu, mais toi tu le prononces bien. Ouais. Tu vois, juste quand je mange avec des Américains et je leur dis bon appétit. Déjà, ils trouvent ça génial parce que eux, ils disent bon appétit. Tu vois, ils prononcent le T parce qu'en anglais, la plupart des lettres à la fin se prononcent. Et donc là, tu vois, je leur montre comment ça se prononce et les gens, ils font waouh. Tu vois, ils trouvent ça génial. Enfin, c'est des petits trucs, mais ça, tu montes à French Touch et ils adorent ça. Ils adorent ça. Faut savoir en jouer. Et quand tu vois à Las Vegas, par exemple, quand les casinos, ils ont des chefs français, ils mettent des grosses affiches de 10 mètres de long pour dire on a des chefs français. Enfin, faut se rendre compte de ça, quoi. Quand ils veulent faire classe, ils vont utiliser des mots français dans leur branding et tout. Enfin, il y a ce côté-là, tu vois. Alors, bien sûr, on n'a pas une bonne réputation sur d'autres trucs. C'est pas, ils vont pas penser à la France comme un pays innovant et tout ça, mais pour tout ce qui est luxe, culture et tout, c'est quand même pas mal. Donc, il faut savoir jouer dessus. Bref, donc oui, enfin, je veux dire, sois fier de ça. Et ton accent, c'est un atout, quoi. Donc, mais bon, je dis ça. Moi, j'ai pris des cours de accent prediction à Londres et ça a été génial. Okay. Tu prends des cours facilement quand tu as une lacune? Ouais, bah oui. Et alors, enfin oui. Et bon, moi, j'apprends surtout par les bouquins en fait. Hein, c'est vraiment mon truc. Ça peut m'arriver de suivre des formations en ligne, mais oui. Puis après, c'est ce qui est génial quand tu commences à avoir de l'argent. Moi, c'est même pas pour les objets, mais tu peux payer n'importe quel coach. C'est clair. C'est incroyable ça. J'ai commencé, comme tu peux le voir, j'ai commencé des cours de Krav Maga il y a 3 jours. Avec un coach qui est formateur de profs de Krav Maga, tu vois, genre il a 100 profs qui bossent avec lui, le mec a fait son service militaire en Israël, donc là où a été créé, enfin c'est vraiment une pointure. Et je me suis rendu compte au départ, j'avais fait un cours normal avec d'autres élèves, avec des débutants et tout, j'avais pas trop progressé. Et là, je me suis rendu compte en 1 heure comment j'ai progressé. Je me suis dit, mais t'es stupide en fait de continuer à faire des cours normaux. Tu peux faire des cours particuliers avec des maîtres de ta thématique, enfin du sujet, quoi. Bah après, l'avantage de faire des cours collectifs, c'est que tu rencontres des gens. Oui, c'est clair. Ça, c'est super. C'est vrai. Mais oui, bon, voilà. En fait, je m'étais rendu compte que ce prof-là, c'est comme ça que j'ai pris des cours avec lui. Il avait suivi 47 de mes formations. Et donc, je me suis dit, putain, mais merde. Tu vois, ça peut me motiver quand même. Je purée. Moi, j'ai aucun élève qui a suivi 47 de mes formations, mais j'en ai 5. Donc, c'est intéressant, ça, tu vois. Mais je me demande, tu vois, je réfléchirais après cette interview s'il n'y a pas moyen de fusionner les deux modèles. Parce que je connais personne en infoprenariat qui mixe ces deux modèles. Donc, qui fait à la fois des grosses formations avec un gros lancement et plein de petites formations à côté, tu vois. Peut-être qu'il y a une fusion c'est du boulot parce que créer des formations, ça prend quand même du temps, tu vois. Ça fait tu peux le faire en une journée, mais ça te fait une grosse journée et puis à la fin, mais tu vois, pour moi, l'idée de faire une formation d'une journée, c'est complètement un cours, univers. C'est un cours d'1h30. Imagine, t'es un prof, tu donnes un cours d'1h30. Tu vends ça combien alors? T'as pas besoin de 6 mois, 79 € au lancement. Ok. Oui, pour moi, une formation, je mets des mois à la créer. C'est pas le même modèle, mais les deux fonctionnent. Ce qui est intéressant, c'est au départ, je voulais positionner tout, puis après, je me suis dit, en fait, les deux fonctionnent. Ça dépend de ta personnalité et aussi de la personnalité des clients. Il y a des clients qui vont préférer acheter des petits cours. Par exemple, moi, jamais j'ai fait une formation de 15 heures parce que je vais jamais la finir. Je le sais, tu vois. Moi, je passe trop vite d'un sujet à l'autre. Une formation de 2 heures, c'est le grand maximum. Après, je vais m'arrêter. Donc, ça sert à rien que j'achète une formation de 15 heures. Et puis j'ai pas envie d'investir, même aujourd'hui où j'ai beaucoup plus les moyens que quand j'étais étudiant, tu vois, j'ai pas envie d'investir 2000 ou 3000 € dans une formation parce que pour moi c'est juste, je suis pas sûr de la suivre, je suis pas sûr. Mais moi, j'ai pas envie, quoi. Je préfère les mettre en bourse. Ok, non, c'est intéressant. Et donc ça dépend vraiment, c'est l'histoire de personnalité. Il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement, par exemple, d'avoir quelqu'un qui les suit un petit peu, d'avoir un mastermind, d'avoir tout ça, ils vont probablement se retrouver davantage chez toi, tu vois. Donc c'est vraiment une histoire je pense, de personnalité. Attends, on parlait de l'anglais et du fait de rencontrer des gens. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Je me souviens plus. Parce que tu m'as dit, toi, t'es un ancien timide, mais tu te connectes facilement aux gens. Ouais, j'ai le sentiment que t'as une capacité à passer à l'action en fait vis-à-vis de ça.
où moi j'ai encore un peu des blocages, je me dis ouais, il faudrait que je le fasse, mais au final je le fais jamais. Et toi, j'ai l'impression que tu passes tes blocages. Par exemple, je crois que tu avais le vertige, non? Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est J'ai énormément le vertige. Jamais je sauterai en parachute. C'est acté dans ma vie. Ah bah tu vois, je me dis, je regretterai pas. C'est pas grave, je le ferai jamais, tu vois. Et toi, j'ai vu que tu avais fait des trucs. Je sais pas si tu as fait du saut en parachute, oui. Ouais, à Dubaï. C'est un truc de fou, tu vois. Moi, j'ai jamais justement, fait un truc pareil, permets-moi de te contredire sur ce point. Contredire. Bon, c'est que en fait, le saut en parachute, tu ressens pas trop le vertige. Bah, t'as déjà pris l'avion. Ouais, tu sautes dans le vide. Non mais attends, t'as déjà pris l'avion. Moi, non mais. T'as ressenti le vertige dans l'avion? Bah, si d'un coup je m'imagine en train de tomber par le hublot, ça me fait oui, mais flipper alors de malade. ça, tu vois. cette sensation-là, tu vas l'avoir pendant 1 seconde, 2 secondes. Ouais, non mais attends, c'est suffisant pour Parce que faire un arrêt dans cardiaque. l'avion, t'es sur le sol quand même. Enfin, en fait, j'ai jamais ressenti le vertige en avion personnellement. Et en fait, par contre, juste avant, j'avais fait une zipline. Et là, oui, parce que là. Bah là, moi non pour le coup. Ah, c'est marrant. Moi, j'ai peur de tomber en fait. Et le saut en parachute, c'est quand même pas mal ça, tu vois. C'est un peu le concept. Et donc, soit aller assis que soit en parachute, c'est des trucs, mais tu sais, juste le sentiment d'avoir le cœur là qui remonte comme ça, mais c'est horrible, moi je trouve. Moi, j'essaie vraiment de me mettre dans une démarche d'affronter mes peurs. Et je fais ça, j'essaie de faire ça de manière graduelle. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement. Tu vois, quand t'as peur d'un truc, plutôt que de te mettre en mode je brûle mes navires et tout, ça peut marcher. Mais une exposition graduelle et tranquille, ça va te désensibiliser en fait. Donc moi en fait à chaque fois que je pouvais aller en haut d'une tour, j'ai fait de l'acrobranche. Moi l'acrobranche c'est une torture parce que vraiment j'ai une peur oui, t'es physique. Accroché. Mais oui, je sais bien que c'est complètement débile. Moi du coup ça va l'acrobranche parce que je suis accroché. T'as deux mousquetons. Moi mon cerveau toujours je sais que ça peut te tenir une bagnole. Ouais. Ce truc ça peut tenir 1 tonne ou je sais pas combien. Donc toi tu pèses 80 kilos, j'ai pas de problème. Mais m'empêche que mon cerveau il comprend pas ça parce que c'est la partie animale qui a peur. En tout cas pour moi. Mais je m'astreignais à le faire. Alors je signais pas pour le faire toutes les semaines. Hein. Mais quand des potes me le proposaient, je disais toujours oui. Parce que je sais que c'est qu'un mauvais moment à passer et qu'après je serais très content d'avoir fait. Donc c'est une démarche quoi. C'est une démarche. Après je suis pas surhumain. Ça peut m'arriver de me dire. Mais t'as quand même cette démarche de dire ok ça c'est une faiblesse. Je vais avancer dans la direction de cette faiblesse au lieu d'avancer dans la direction opposée. Pas pour toutes les faiblesses, mais j'essaye ouais vraiment. Et là aujourd'hui j'ai beaucoup moins le vertige qu'avant. Hein. Y a pas photo. Mais je crois que l'acrobranche ça fait longtemps que j'en ai pas fait quand même. Je pense pas que ça me plairait toujours. Par contre la zipline c'est fun. J'ai peur au tout début quand je saute et puis après j'ai fait la plus longue zipline du monde en ville à Dubaï, 1 kilomètre de long. Puis c'était magique. Incroyable. Là, je la referai. Ouais. 1 kilomètre de long. Ouais, c'est incroyable. J'étais comme ça en mode Superman. Mais ça, c'est cool et c'est un truc, je trouve, qu'on retrouve bien dans tes vidéos. C'est le fun, le fait de, voilà, il y a un truc qui, j'ai envie de, enfin, tu rencontres tes mentors et en plus, tu fais des trucs cool avec eux. Tu discutes pas seulement autour d'un verre. Tu vas, je sais pas, tu vas faire de la zipline, tu vas faire, je pense qu'à Dubaï, c'est pas mal. Je crois qu'il y a pas mal d'attractions à Dubaï. À Paris, c'est un peu plus compliqué. Va trouver une zipline à Paris. Et je voulais juste terminer sur un truc, c'est le contenu quotidien. Parce que moi, tu sais que je suis un fervent défenseur du contenu quotidien. J'en ai fait pendant des années. Je fais des vidéos quotidiennes pendant des années, ensuite des podcasts quotidiens, ensuite des emails quotidiens. Aujourd'hui, je me suis calmé un petit peu et je fais plus du multiplateforme. Mais je sais que toi, tu as fait des vidéos quotidiennes pendant très longtemps. Ouais. Et malgré le fait que ta chaîne YouTube a une grosse base d'abonnés, tu dois avoir plus de 200 000 abonnés. Ouais, près de 250 000. Près de 250 000. Ouais. Finalement, tu fais pas tant de vues que ça. Tu fais peut-être 2000, 3000 vues par vidéo sur une base quotidienne. Ça dépend parce que quand on va dire, si tu regardes au bout d'une semaine, c'est entre 3 et 10 000 en général. Okay. Ça dépend des vidéos. Mais effectivement, par rapport à la base d'abonnés, c'est pas moi, j'ai un peu le même truc sur ma chaîne. Là, on est quasiment tous des infopreneurs. Voilà, je sais que c'est pour plusieurs raisons. Déjà, tu fais du contenu qui est pas forcément super divertissant. C'est plutôt qu'on apprend des choses. Donc le clic est moins facile. Et puis en plus, contenu quotidien aussi, les gens ils risquent de se lasser. Je voulais savoir pourquoi tu continues à faire ça. Pourquoi tu fais ça? En fait, bon, ça fait quand même. Donc là, j'ai fait 30 jours, une vidéo par jour pour la sortie de mon journal de productivité. J'ai réussi, mais ça faisait quand même un moment que j'avais arrêté. En fait, j'ai fait 3 défis d'une vidéo par jour pendant un an, dont un qui était. En fait, ça fait quand même 3 ans de vidéo quotidienne. C'était 465 jours le premier, sans jamais rater un seul jour. Des défis d'un an. Oui, mais il faut se rendre compte que le première fois que j'ai fait ça, c'était en 2014. À la base, je voulais faire un défi 2 mois parce que je partais 2 mois aux Philippines. Je voulais montrer qu'on pouvait être à la bout du monde et se rester connecté avec son audience. Mais à l'époque, en 2014 et quand je l'ai refait un an après, donc 2016, ça marchait très bien pour l'algorithme. YouTube, il adorait ça. On est d'accord que ça marche moins bien maintenant. Ah bah beaucoup moins bien. Ah bah c'est sûr. Moi, j'ai vécu un peu la même chose sur le contenu quotidien. Quand j'ai fait mon 3e défi, je me suis rendu compte que ça marchait plus. Et donc c'est sûr que ça me boostait, tu vois, de voir que parce qu'à l'époque quand j'ai démarré en 2014 ce défi-là, je devais avoir 2000 abonnés sur ma chaîne. Ouais. Et un an plus tard, j'en avais 20 000.
Et puis le deuxième, je sais plus, je suis passé à une dizaine de milliers. Enfin, c'est un truc de fou. Mais donc, ouais, donc voilà. Donc ça, c'est un facteur, tu vois. Et puis c'est quand même du boulot, quoi. Et puis après, c'est quand même assez inégal. Faut avouer, quand tu fais du contenu tous les jours, tu peux pas être top qualité tous les jours. Il y a des jours où t'as rien à dire et où du coup, moi, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté, c'est que il y a des jours où j'avais rien à dire et je me sentais mal et du coup, je me forçais à faire un truc et c'était pas top. Bah oui. Et pareil. tu dis, en fait, si t'as rien à dire, autant rien dire et puis demain, peut-être t'auras un truc à dire et là, tu feras un contenu. Voilà. Après, tu te dis bon, je prends un café avec mon audience, tu vois. Why not? Mais c'est vrai que bon voilà. Donc oui, donc il y a un facteur que quand même bon, tout le monde peut pas suivre toutes les vidéos, ça c'est sûr. T'as des gens qui se lassent. Aussi, tu vois, que j'avais fait une interview de Stan Leloup parce que Stan Leloup c'est la seule exception dans le monde de l'infoprenariat qui a vraiment un bon ratio vue-abonné. Ouais. Il a compris YouTube. Oui, voilà. Et je lui dis, d'après toi, qu'est-ce qui fait ça chez toi? Il me dit, en fait, les gens savent exactement ce qu'ils vont avoir. C'est toujours égal. Enfin, il a une formule qu'il applique en permanence, quoi. Donc voilà. Moi, j'appelle ce genre de vidéos. Pour moi, c'est des vidéos tu peux manger devant. Tu vois, pour moi, c'est comme ça que je les perçois. C'est comme un feuilleton, tu vois. C'est-à-dire que tu sais que ça va pas être trop extrême, tu sais que ça va pas être gore, tu sais que ça va ressembler à ça, et du coup, tu dis je peux manger devant, je vais pas être dégoûté, tu vois. Alors que les vidéos, tous les jours, c'est un truc complètement différent, tu peux pas manger devant. Genre, t'es obligé de t'isoler, te dire ouais, ou la regarder en famille, tu vois. Et tu vois, ça a aussi comment dire, il y a une sorte d'inconfort psychologique. Ouais. C'est aussi pour ça que dans les émissions, c'est comme un épisode de Friends, tu vois, c'est confortable, tu sais que tu vas, et c'est pour ça que argent, souvent, on aime, enfin, dans les émissions, dans les séries télé, t'as les mêmes décors, ça aide à créer une certaine familiarité psychologique qui aide les gens à rester fidèles. En fait. Mais toi, tu le fais toi dans tes vidéos avec tes accessoires, tes trucs. Quand je voyage pas, oui. J'essaie d'ailleurs, mais il y a des gens qui m'ont dit quand t'es parti de Londres, ça m'a perturbé. D'accord. Tu vois. Mais oui, effectivement. Mais oui, on a tous ce problème dans l'infoprenariat. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu démotivant. Moi, j'ai dû dépasser ça, de me dire purée. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça te crée de la preuve sociale négative en fait. Parce que t'as des gens qui te connaissent pas, qui débarquent, qui te disent en commentaire, ils voient peut-être 200 000 abonnés, si peu d'abonnés, peu de vues. Pourquoi elle fait 3000 vues Et donc t'as même des gens qui disent, dis donc, t'as dû avoir un budget Pakistan pas mal, tu vois. C'est les commentaires qui font plaisir, ça. Ouais, ça fait toujours plaisir. Donc tu dois dépasser ça. Et t'as beau faire des vidéos pour expliquer le truc, il y a des gens qui débarquent qui voient pas ça. Donc voilà. C'est intéressant. Faut dépasser ce truc-là. Négative. Tu dis c'est pas possible d'avoir un business comme ça et de faire aussi peu de vues et en fait je passe pour un débutant YouTube alors que je suis là depuis 10 ans et qu'il y a des milliers de personnes qui se rendent pas compte qu'on gagne tellement plus d'argent que les youtubeurs. Et c'est un truc de fou, quoi. Ils se rendent pas compte, tu vois. Donc voilà. Et je veux dire, tu vois aussi, je discutais avec Stan. Le truc, c'est que donc il a cette qualité-là, mais il faut dire aussi qu'il n'a pas forcément une audience ultra qualifiée. C'est le revers de la médaille, quoi, tu vois. Et en termes de chiffres, je vais pas partager ce qu'il m'a dit, mais il n'est pas aussi haut que moi, tu vois. Donc il y a aussi ce truc-là à voir. Il a une audience plus grande, mais moins qualifiée, avec plus de touristes, plus de gens qui sont sur vidéos. Et moi, j'adore les vidéos de Stan. Je suis un immense fan. Mais c'est vraiment du divertissement, mais du divertissement extrêmement qualitatif. Mais pour moi, ça reste du divertissement dans le sens où je vais pas en sortir forcément avec l'envie de passer à l'action. Et je vais pas en sortir avec l'envie forcément d'acheter une de ses formations. Stan, ses formations sont excellentes et c'est un mec extrêmement professionnel. On est amis et je l'adore. Mais tu vois, pour moi, le truc avec ces vidéos, c'est que pour moi, c'est comme du Netflix mais en plus qualitatif, tu vois. Mais ça reste un truc que j'adore regarder ces vidéos. Je regarde c'est ça, documentaire. Je regarde toutes ces vidéos, mais c'est pas forcément de la haute persuasion dans le sens où tu vas pas forcément derrière passer à l'action et acheter son produit, tu vois. Et c'est la rançon du succès, c'est que c'est difficile en fait d'avoir les deux. C'est difficile parce qu'en fait, par définition, si t'es extrêmement persuasif, en fait, tu vas être extrêmement persuasif pour une petite quantité de personnes. Et je pense que c'est ça, toi aussi, sur ta chaîne, c'est que les gens qui te regardent tous les jours, il y en a peut-être pas 100 000, mais à mon avis, c'est des gens qui t'apprécient beaucoup, qui achètent ton produit, qui sont vraiment des vrais fans, le noyau dur, tu vois, la crème de la crème, quoi. Et moi, j'ai ça aussi. Moi, j'ai fait des emails quotidiens pendant 2 ans. Ça cartonne en termes de vente. Mais évidemment, tu fais pas 20 000 ouvertures par jour, tu vois. Au bout d'un moment, je fais quoi? Je faisais 2-3 000 ouvertures, ce qui est bien. Et sur 2-3 000 ouvertures, déjà, tu peux gagner énormément et avoir énormément de conversions. Parce que justement, si les gens lisent tes mails tous les jours, regardent tes vidéos tous les jours, si le noyau dur, c'est les gens qui vont faire vivre ton business. Mais je pense qu'à un moment, il faut un peu choisir entre se dire, est-ce que je veux être connu ou est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Et avoir les deux, en fait, c'est vraiment un privilège extrêmement restreint. C'est genre les rappeurs. C'est pas forcément un cadeau. Je veux dire, là, à Paris, quand je porte pas de masque, je vais typiquement me faire connaître une fois par jour quand même, voire plus. Hier, donc, je suis arrivé du Portugal. Le chauffeur Uber que j'ai pris, il m'a reconnu. Et donc voilà. Enfin, je veux dire, mais ça m'arrive suffisamment peu pour que ça soit agréable. Pareil.
Et j'aime bien dire, tu vois, moi j'ai la notoriété du batteur, ça va être pareil pour toi. Dans un groupe, j'ai la notoriété du mec qui fait la batterie. C'est-à-dire, je ne suis pas le lead singer. Et donc, tu as tous les avantages sans les inconvénients. Tu as le respect du public quand tu es sur scène, tu as le respect de tes pairs parce que dans le milieu de la musique, tu es connu, mais tu peux quand même aller acheter ta baguette sans qu'on saute dessus. Mais au-dessus de ça, c'est trop. Quand tu es, je sais pas moi, Norman ou Squeezie, mais les pauvres, tu vois, ils vont à la boucherie, on leur saute dessus. Non mais même ça, mais je veux dire, quand tu as 10 millions d'abonnés, tu fais comment quoi? Ils passent devant un collège, ils traversent le trottoir, ils mettent leur capuche. J'ai discuté avec Poisson Fécond dans l'interview là qu'on a faite, il m'expliquait ça. Poisson Fécond, c'est pas Norman, tu vois, il est connu, mais c'est pas Norman. Il sort avec une casquette et des lunettes de soleil, même en hiver. Et il m'explique que c'est parce que lui il supporte pas en fait. À petite dose ça va, mais tu vois, il passe pas devant les collèges parce qu'il se dit il y a 5 mecs ils sont très gentils, tu vois. Mais juste, moi j'ai peut-être juste envie de parler à personne. Et moi, c'est certain que en tant qu'introverti, je comprends totalement. Il y a des jours où j'ai envie de parler à personne et juste discuter avec la voisine, déjà, ça me gonfle. Alors, j'imagine être connu par les gens dans la rue qui sont « Ah, génial, Antoine, machin, on fait un selfie et tout. » Toi, t'as ta tête du matin, tu veux pas faire de selfie, tu vois. Et je suis d'accord en me disant, moi, j'avais la réflexion inverse de toi, mais qui en fait rejoint exactement la chose. C'est que je me disais, beaucoup de youtubeurs aujourd'hui ont les inconvénients de la célébrité sans les avantages. C'est-à-dire que, alors pas tous, hein, il y a des youtubeurs pour qui ça cartonne et ils gagnent beaucoup d'argent et sont professionnalisés, mais tu as beaucoup de youtubeurs qui font des millions de vues, mais qui gagnent pas énormément d'argent, donc ils n'ont pas l'avantage des acteurs célèbres qui gagnent énormément d'argent, qui peuvent avoir une villa séparée avec des caméras de surveillance, avec un garde du corps, etc. Ils n'ont pas ces avantages-là, mais ils ont quand même les inconvénients d'être reconnus par tout le monde. Et je me suis dit, finalement, nous on fait un peu un métier, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on est suffisamment peu connu pour que ça reste vivable et même agréable, c'est sympa, moi aussi j'aime bien être reconnu, mais on a quand même des avantages qui est qu'on gagne bien notre vie. Et, donc, et en plus, vivre à l'étranger, ça réduit automatiquement. Mais on sacrifie peut-être un peu c'est-à-dire qu'on aura forcément, de par notre métier, je pense qu'on aura forcément des gens qui nous détestent par défaut. Même si, heureusement, on a des gens qui nous suivent, qui nous aident d'or et pour qui ça se passe très bien, des gens des gens de confiance, tu vois. Qu'est-ce que ce soit que tu fais, tu auras toujours des gens qui te détestent. Des gens qui détestent Mère Teresa. Hein. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, nous, on est des marketeurs. C'est pas un truc noble, c'est pas un truc. Toi, t'es un auteur, ceci dit. Donc ça dépend avec quel angle la personne te voit, parce qu'on est aussi entrepreneur. Ça commence à être de plus en plus noble en France. Ouais. Les mentalités changent quand même. L'entrepreneur, c'est pas un patron, tu vois ce que je veux dire. Même si quelque part. Ouais. Bon, mais je veux dire, un entrepreneur, c'est plus noble. Un auteur, c'est noble. Alors, le livre, c'est vraiment ça. L'auteur, ça reste une vache sacrée aujourd'hui. C'est une vraie vache sacrée. C'est pour ça que dans notre milieu, il y a plein de gens qui écrivent un livre juste pour écrire un bouquin, parce que il y a un vrai prestige avec le statut d'auteur. Mais moi, je me suis jamais défini comme un marketeur, en fait. J'utilise le marketing en ligne, oui, mais c'est un outil, en fait. Donc voilà, ça dépend comment tu le vois, comment le public te perçoit. Mais c'est vrai que les haters, ils vont dire « Ah, les marketeurs, ouais. » Tu vois. Mais tu vois, genre moi, mon père est médecin, par exemple. En tant que médecin, tu as quand même un statut qui est que tout le monde te respecte, tout le monde te… Tu vois, un dîner… Non, c'est pas ça, tu vois. Mais genre, un dîner de famille, par exemple, ou un dîner avec des gens… c'est un peu le dieu, tu vois, c'est dans le sens où les gens ont tous soit un problème de santé, soit quelqu'un qui connaît un problème de santé. Et donc, en tant que médecin, non, ça peut être super chiant. Ouais. Mais en tant que médecin, t'es la voix sacrée en fait. Ce que nous, je pense, on n'aura jamais, t'auras jamais ta belle-sœur qui aura un problème de marketing à tout prix à résoudre. Enfin, c'est plus rare et c'est pas la même chose. Après, moi, ça me va très bien. Moi, je cours pas après le respect, l'éloge, mais c'est un des trucs que tu sacrifies, je pense, quand tu fais un métier qui est vu comme un métier d'argent plus qu'un métier de noblesse, tu vois. Et, ouais, l'infoprenariat, c'est quand même vachement basé sur le contenu. Et donc, je sais pas, moi, je parle beaucoup de développement personnel, de business et tout ça. Enfin, je dirais pas que je suis basé sur l'argent. En fait, ça joue, hein, bien sûr. Mais voilà. Et puis après, dans ma famille, il y a… Mais même développement personnel, la plupart des gens, c'est pas quelque chose qu'ils respectent, tu vois. Ouais. Ben, ça change les mentalités, tu vois, mais oui, c'est vrai. Après, ça dépend parce que moi, par exemple, je défends un développement personnel très scientifique. Et c'est ce qui me distingue aussi, tu vois, tout le monde appelle la chance de rater ses études, il y a 400 références scientifiques. Et ça, les gens respectent beaucoup, quoi. Tu peux pas savoir le nombre de fois où on m'a dit « Purée, Olivier, merci », quoi, pour ça. Donc, j'ai moins de sentiment de ça que toi. Ça dépend aussi de ton positionnement, les valeurs que tu affiches. Après, tu as toujours des gens qui vont regarder une vidéo de toi de 2 minutes et qui vont avoir l'impression de te connaître et qui regardent la superficie. Et tu vois, dans ma famille, il y a mes 2 frères qui sont lancés en entrepreneuriat grâce à moi et mon cousin. Et aujourd'hui, ils me demandent plein de trucs, tu vois. Donc, je
Je sais pas, ça dépend. Tu peux aussi inspirer parfois des gens de ta famille. Après, c'est pas obligatoire parce que ta famille, tu la choisis pas. Hein. C'est le truc. Donc, c'est pas obligé d'avoir l'état d'esprit entrepreneurial. Mais tu peux aussi devenir un modèle pour certaines personnes dans tes gens proches. C'est vrai, moi. Et voilà, quoi. Ma mère m'a dit l'autre jour que pendant toute son enfance, elle a toujours eu un peu honte de mettre la profession de ses parents, tu sais, à l'école quand on demande la profession de tes parents, parce que c'était un peu, bon, son père était un peu vagabond, machin, il n'y avait pas de trucs vraiment solides. Sa mère était secrétaire. Et du coup, c'est toujours un truc qui l'a un peu gêné. Et elle m'a dit l'autre jour, maintenant, je suis tellement fier de dire ce que toi tu fais quand on me demande, ou c'est ma fille aussi qui est médecin aussi. Et donc ça, tu vois, ça m'a touché. Et je me suis dit, c'est drôle comment les choses évoluent. Parce que ma mère, au début, elle croyait pas en mon projet, tu vois. Et je la comprends parce que tu vois, je voulais être blogueur, tu vois. Enfin, à une époque où personne gagnait sa vie avec ça, c'était complètement insensé. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as des résultats et que ça marche et que tu commences à, tu vois, tu sors ton bouquin, tu t'inspires des gens, tu gagnes bien ta vie. En fait, aussi l'image que les gens ont de toi commence à changer. Le livre a beaucoup aidé, hein, quand même. Ouais. D'ailleurs, même Stan, quand il m'avait interviewé, il avait commencé son podcast en disant « Moi, mon point de vue sur Olivier Roland a changé quand j'ai vu une pub pour son bouquin dans le métro parisien. » tu vois. C'est vrai. Moi, je vois ton bouquin Relais quand je vais à la gare, à côté de celui de Stan. Enfin, tu vois, pour moi, c'est quand même un gage de succès évident, tu vois. C'est genre, bon, bah, c'est bon, il l'a fait, c'est plus juste un mec derrière son ordi, c'est un auteur, quoi. Oui, et en plus, vraiment, tu vois, il y a plein de gens, ils vont pas acheter ma formation parce que c'est hors de leur budget ou ça les intéresse pas. Bon, le bouquin est déjà beaucoup plus accessible et clairement, je sais pas, enfin, tu peux ne pas aimer mon livre, il y a des gens qui aiment pas, mais quand même, c'est compliqué pour un mec de vraiment lire mon livre et de pas au moins, de pas avoir un peu de respect pour tout le travail que j'ai mis dedans parce que ça se voit que j'ai vraiment bossé beaucoup. Voilà, il y a des gens qui étaient en mode oui, c'est un marketeur et tout, qui ont changé de point de vue. J'ai même un mec qui m'a écrit un mail en me disant écoute Olivier, j'ai écouté les haters en 2011, je pensais que tu étais un gros arnaqueur. Oui, un mini bad buzz, ouais. Dans le milieu du blogging, quand même, c'était un gros truc. Je me souviens, tout le monde en parlait. Ouais. Et en mode un peu anti-lancement orchestré, super lancement, machin. Tu as pris plein la gueule. Et moi, c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas pour moi ça, j'ai envie de faire autre chose. Ça a été assez violent. Et finalement, tu fais partie de ceux qui ont réussi à super bien retomber sur leur pattes, je trouve. Et finalement, à continuer, rien à foutre, je continue. Et beaucoup de gens, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui à l'époque te détestaient à cause de ça, aujourd'hui, t'apprécies à nouveau, tu vois. Parce que finalement, tu vois, quand tu laisses passer du temps et que tu persévères et que tu prouves en fait que t'es pas juste un opportuniste qui saute sur un truc et qui disparaît, en fait, tu peux quand même gagner à la fin. Oui, et puis aujourd'hui, alors c'était pas le cas à l'époque parce que je venais juste de lancer Blogueur Pro. Aujourd'hui, voilà, t'arrives, t'as 150 vidéos de témoignages. Bon, c'est compliqué quand même de te dire que c'est de l'arnaque. T'as fait tes armes, t'as fait tes preuves. Voilà, exactement. On termine sur ton… Ouais. Comment ça s'appelle? C'est un carnet? C'est quoi? Ouais, donc en fait, ça s'appelle Agir et réussir, comme le nom de ma première formation en fait. Et c'est mon nouveau livre. Alors c'est pas vraiment un livre, en fait, c'est un journal de productivité. Est-ce que c'est pas un peu un livre de flemmard? Pourquoi? Parce que c'est quoi dedans? C'est des pages qu'il faut compléter, c'est ça? Ah, c'est ça. Donc c'est toujours la même page? Absolument. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça que je veux dire, c'est que bon bah voilà, t'as fait une page et puis… Bah en fait, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon éditeur qui m'a donné l'idée. Moi, le seul journal que j'utilise dans ma vie, c'est le 5 Minute Journal, qui est un livre plutôt, c'est plutôt focalisé sur la productivité, pas la productivité, sur le bonheur. Et clairement, mon éditeur m'a dit, écoute Olivier, en ce moment c'est la mode des carnets. Pourquoi tu m'en ferais pas un, tu vois? Je lui dis, écoute, pourquoi pas, tu vois. Il y a quand même du contenu, j'ai l'impression. Ah bah oui, quand même. Attends, tu vois, en fait, en gros, donc c'est vraiment un journal. C'est un petit bouquin. C'est un petit livre, mais voilà, c'est surtout un journal que vous allez compléter jour après jour. Moi, j'ai utilisé le 5 Minute Journal et franchement, quand je l'utilise, je suis plus heureux. Clairement, c'est des trucs appuyés par la science. Là, c'est pareil. J'ai donné le meilleur de mon expérience et c'est appuyé par plus de 80 études scientifiques qui sont toutes citées pour que, en fait, tu définisses tes objectifs, tu t'assures que ça soit connecté à ce qui te remplit vraiment le cœur, à le plus possible ton ikigai, tu vois, ta mission de vie, et après que tu remplis tous les jours pour t'assurer que tu fasses un petit pas ou un grand pas pour avancer vers ça. Et c'est la même philosophie que j'avais dans ma formation Agir et réussir. C'était vraiment tu prends les grands objectifs, tu vois ta vision à 10 ans et après tu décomposes en objectif annuel, puis en objectif mensuel, puis en objectif de la semaine, puis après à ce que tu veux faire ce jour-là. Et tu essaies de commencer ta journée par les tâches les plus importantes qui sont elles-mêmes reliées à ton objectif de la semaine, qui sont reliées à l'objectif mensuel, etc. Et en faisant ça, tu t'assures que tu ne disperses pas trop. Tu vois, c'est cette histoire qui est très connue que quand tu as un bocal, si tu commences par remplir de sable, tu peux rien mettre dedans. Tandis que si tu commences par les grosses pierres d'abord,
d'abord. Après, tu peux mettre les cailloux, puis le sable, puis l'eau. Tu peux toujours en rajouter. Donc, il faut commencer par les tâches les plus importantes. Mais si tu commences à faire les petits machins, tu n'auras jamais de temps pour rien, quoi. Donc, avec ça, j'essaie d'inspirer les gens pour que ils mettent les grosses pierres d'abord, quoi. Bah, tu me l'as bien vendu. Donc, c'est un peu un truc de flemmard pour toi, mais c'est efficace pour les gens qui l'achètent. Non, mais c'est des trucs de flemmard. Non, mais je te chante, moi, mon bouquin, il fait 60 ou 50 pages. Donc, Ah bon, okay. Ouais, genre, c'est un petit livre auto-publié sur Amazon. C'est un truc de flemmard, j'assume à 100%, je l'ai fait en une semaine. C'était du 20-80 points. Moi, j'ai quand même passé un mois à l'écrire. J'ai recruté une centaine de volontaires qui ont bêta-testé le journal. On avait un groupe Telegram où on échangeait ça parce que je voulais pas non plus créer dans ma tour d'ivoire. Et donc, ils m'ont fait plein de retours qui ont permis d'améliorer le truc. Bon, et puis même là, c'est pas parfait, hein. J'ai déjà des retours de gens qui commencent à l'utiliser, qui me donnent des feedbacks, qu'il y a certains trucs qui sont un peu petits, mais bon, voilà, c'est un bel objet, tu vois, ces couvertures simili-cuir. D'ailleurs, mon éditeur m'a dit que ça avait été sélectionné par GQ. Ça va être mis dans leur sélection de cadeaux à offrir pour Noël. Pour leur numéro de Noël, ça va être top. Ça, c'est super prestigieux, ça fait plaisir. Donc voilà. Eh ben, félicitations pour ça. J'ai adoré avoir cette conversation avec toi, c'était super intéressant. Ah ouais. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement. Non, parce que là, ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait 1h30. Trouver une bonne raison pour les derniers qui sont là. Non, tu sais quoi? On va se tutoyer parce que là, clairement, si tu es là au bout d'1h30, c'est que tu es ultra motivé. Tu es ultra motivé, franchement, ça fait plaisir. Tu fais partie, je sais pas, il y a combien de personnes qui regardent au bout d'1h30? 20% même pas, quoi. Un truc comme ça, donc bravo pour ça. Tu veux que je leur donne un truc à faire pour la fin? Parce que moi, j'aime bien conclure mes interviews, tu vois, en disant, puisque tu es toujours là, tu es ultra motivé, que tu fais partie de l'élite, un peu clairement, pour que ce ne soit pas juste de la culture générale, ce que tu as vu dans cette interview, choisis une chose, une action que tu as repérée, que tu peux mettre en place. Ça peut être quelque chose qui t'a inspiré, où tu t'es dit « Ah tiens, je pourrais faire ça, je ne l'ai pas fait ». Et mets-le en place là aujourd'hui ou demain dans ta vie, dans ton business. Et du coup, ça ne sera pas juste de la culture générale, ça sera une compétence que tu auras tirée de cette interview et c'est toujours mieux. On continue à parler de tout ça sur mon Telegram et ma liste email parce que c'est ça aussi l'appel à l'action qu'il faut faire. Moi, je suis nul en appel à l'action, surtout pendant les interviews. Et donc, merci beaucoup. Et puis, les gens sauront, je pense, où te retrouver parce que tu es quand même assez connu dans le milieu. On mettra quand même, bien sûr, le lien vers ta chaîne YouTube, vers ton site en description. Merci pour ton temps et à la prochaine, Olivier. Bonne route. En tout cas, continue ce que tu fais, c'est top.